Et c'est parti, on est live avec Gaëtan. Alors, je vous explique rapidement, on va prendre pas mal de temps pour expliquer tout ce qui s'est passé sur Ethereum cette année et tout ce qui va se passer dans le futur, parce que c'est un gros sujet qui n'est pas forcément compris par tout le monde. On a ici quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Comment tu vas, Gaëtan, du coup? Très bien, content d'être parmi vous et merci pour l'invitation, Joestar, ça me fait plaisir d'être présent. Ah, bon, est-ce que tu peux expliquer un peu d'où est-ce que tu viens, comment tu as connu la blockchain, qu'est-ce que tu fais, pour tous ceux qui ne connaissent pas? Yes, avec grand plaisir. Donc moi c'est Gaëtan. Je suis arrivé dans la blockchain il y a un petit bout de temps maintenant. Je suis pas OG mais pas très loin. Je suis arrivé en 2016 dans cet écosystème à la base. Donc de formation je suis ingénieur, toujours passionné du coup par la tech, hein, un peu ingénieur système, ingénieur réseau. Enfin on s'en fiche un petit peu mais peu importe. C'est ça qui vous explique que je viens du monde de la tech. Et en 2016 j'ai un coloc qui me parle comme ça de Bitcoin. Il vient de franchir 1000 $. Il commence à m'en parler. Comme tout le monde, on rentre par la spéculation d'abord, parce que c'est forcément ce qui nous intéresse au début. Mais très très vite, je suis quand même intéressé par la tech sous-jacente. C'est mon côté ingé, je pense que j'ai envie de comprendre comment ça marche. Et d'année après année, donc 2016 à 2019, en gros tout seul, en side job, en side de mon job plutôt, je commence à diguer un petit peu comment ça marche, je lis des white papers, j'essaie de comprendre les différents systèmes. C'est le moment où tout le monde parle d'Ethereum parce qu'on a enfin une nouvelle blockchain avec une nouvelle promesse qui apparaît avec les smart contracts à cette époque. Donc pendant 3 ans, c'est un peu un hobby, si tu veux, à côté de ma vraie vie et de mon vrai boulot. Et 2019-2020, c'est le début du nouveau cycle. Donc, on a enfin quelque chose qu'on peut faire avec la blockchain. On a enfin des applicatifs. C'est la fameuse DeFi qui arrive, le fameux DeFi Summer pour ceux qui étaient là en 2020-2021. Donc, je me dis, tiens, c'est cool, on peut enfin faire quelque chose avec la blockchain. C'est pas que spéculatif. On fait que nous vendre cette technologie. On va enfin pouvoir l'appliquer sur des exemples concrets. Et donc, 2020, je m'y lance à fond. Et fin 2020, je commence à rentrer professionnellement parlant dans le milieu. Et mon premier job, du coup, dans l'écosystème, un job que j'occupe toujours, même si j'en ai d'autres maintenant, c'est de devenir formateur chez Alira. Donc, on a en fait plein de formations. On parlera d'Alira un petit peu après, mais blockchain chez Mhm. Alira. Et c'était le début de la DeFi. Tout le monde voulait faire de la DeFi, mais personne ne comprenait comment ça marchait en détail. Donc, tout le monde voulait trouver des rendements à 2000, 2500%. Ça faisait, ça faisait rêver tout le monde, mais il n'y avait personne qui était capable de l'enseigner. Donc, Alira cherchait par hasard quelqu'un qui maîtrisait un peu le sujet. Ils m'ont trouvé sur DeFi France à l'époque, si vous connaissez, qui est une super communauté en France spécialisée dans la DeFi. Et donc, je rentre comme ça, début 2020, formateur en finance décentralisée, ce que je suis toujours 4 ans après chez Alira. Mais depuis, j'ai pas mal grandi en responsabilité chez eux. Donc, je suis formateur de 2 formations qu'on a en blockchain chez eux. Je suis membre du comité stratégique de l'école, etc. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Et ensuite, petit à petit, j'ai voulu aussi mettre les mains dans le cambouis de plein d'applications décentralisées. Donc, je travaille pour j'ai travaillé pour 2 protocoles, un qui s'appelle Mhm. Spectra, que vous connaissez peut-être, qui est un concurrent de Pendle. Donc Oui. c'est des Français, hein, des francophones qui font ça. C'est le principe des yields dérivatives, hein, donc de séparer le rendement du principal et d'être capable de spéculer sur le rendement. Donc Pendle a bien démocratisé la chose. Donc je travaille pour eux. J'ai travaillé pour Comet, qui est une entreprise française un peu plus d'infrastructure, un peu moins connue. C'est ceux qui font les smart contract wallets avec les passkeys. Donc, si vous êtes en train de découvrir Circle en ce moment, tout le monde est en train de découvrir Circle avec les Mhm. fameux passkeys. Bah, c'est eux Mhm. qui ont développé cette technologie, justement. Ils sont connus, ils sont derrière WorldCoin aussi un petit peu. Donc, voilà, c'est une boîte d'infra Wow. française. Et puis là, en ce moment, depuis 3 mois maintenant, je suis membre de Ethereum France. Donc, cette association qui organise le THCC, que vous connaissez tous Mhm. peut-être, à Cannes, et qui essaie de promouvoir justement Ethereum dans la francophonie et surtout en France, de manière générale. D'ailleurs, on y sera. On y Et sera vous y cette serez, j'y fois-ci. serai aussi. Si vous voulez qu'on se rencontre là-bas, ce sera avec grand plaisir. C'est vraiment l'événement à ne pas rater en Europe de manière générale, hein. Chaque année, c'est un superbe event. Et à Cannes, en plus, ça va être sympa. Je sais que c'est Mhm. ta région, je crois, pas très loin. Donc, C'est ça. le beau soleil de Cannes, ça va être sympa de le vendre un peu à tous les étrangers qui viennent en France. Ouais, après, moi, je suis plutôt dans la campagne. C'est un autre délire que Cannes. Mais vas-y, j'aime bien Cannes La quand même. région est sympa. Voilà, la région sympa. Et, mais du coup, toi, t'es là depuis pas mal d'années. T'as pu participer à l'ICO de Ethereum ou t'es arrivé juste après? Non, je suis arrivé Non? après. Je suis arrivé après. La CEO d'Ethereum, c'est 2014-2015. Donc, je suis arrivé après. Et de toute façon, en toute sincérité, je pense pas qu'en 2016, j'avais les capacités ni techniques ni financières de pouvoir y participer. D'ailleurs, en 2016, j'étais étudiant. Donc, j'avais pas de capacité financière du tout. Donc, c'est un peu le mec triste qui a découvert la blockchain tôt, mais qui a pas vraiment pu investir parce qu'il avait pas d'argent à l'époque, Ah, quoi. Donc, voilà. C'est ouais. un peu le problème. Mais c'est pas grave, on se rattrape en travaillant dans le milieu professionnel après. Et puis, ça devient une passion et c'est super agréable. Mais, ouais, mais comme beaucoup, hein, beaucoup de gens très jeunes ont découvert ça entre 2014 en gros et 2020. Et c'est souvent C'est ça. les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, on a beau être Mhm. early, on ne peut pas toujours en profiter, sauf à trouver la petite pépite qui fait x 1000. Mais ça, C'est c'est un rare. petit peu la roulette. Surtout fois 1000, hein. Faut y aller. Surtout x 1000. Euh, Il y en avait pas mal à l'époque, 2019-2020, ça se trouvait. Mais bon, c'est de plus en nous plus fais pas difficile. bader comme ça, là, après un cycle pareil. C'est très très dur.
Euh, et du coup, on va en profiter pour parler d'Alira parce que donc nous, on cherche à se monétiser. On a rencontré Alira par ton biais d'ailleurs, que moi je t'ai rencontré chez GRM. Et pour nous, ça faisait sens parce qu'on n'a pas envie d'être allié avec des trucs un peu shady, tout ça. On en a partout, hein, il y en a partout qui nous demandent. Nous, on voulait quelque chose de fiable, pertinent, qui puisse aider les gens. Et du coup, si tu peux nous prendre voilà, 2-3 minutes pour nous présenter Alira, ce que vous faites, et puis après, on Yes. parlera de ce qu'on peut offrir. Avec grand plaisir, ouais, absolument. Donc effectivement, pour donner un peu de contexte, nous on était, enfin, on a plein d'ambassadeurs, on a plein. On sélectionne des bons ambassadeurs en francophonie pour Alira. Donc on a GRM que vous connaissez peut-être qui est un ambassadeur d'Alira et on s'est rencontrés, Joe Star et moi sur un live de chez GRM. J'ai vu la qualité un peu de ton contenu et de ta communauté, donc je t'ai proposé ensuite si tu étais toi-même intéressé pour devenir ambassadeur. Je sais, Mhm. je suis petit influenceur par rapport à toi, mais à quel point c'est difficile de s'associer avec des projets de qualité. Et donc, Ouais. nous, justement, on propose quelque chose d'un peu différent. C'est pas le scam qui vient de sortir, c'est de la formation professionnelle. Et donc, c'est pour ça que je crois que tu peux le confirmer, mais tu as bien accepté de devenir ambassadeur. On en parlera un petit Bien peu sûr. après de ce rôle d'ambassadeur. Mais avant, je vais vous présenter l'école. Donc, il faut savoir que Alira, c'est une école blockchain. Je vais vous partager mon écran en parallèle, ce sera plus propre. Je crois que c'est à toi ensuite, par contre, de venir accepter mon Ouais. partage d'écran. Hop, hop. Donc, c'est une école qui a été fondée en 2019. Donc justement, au moment où la blockchain explose, donc globalement c'est le deuxième cycle de la blockchain 2019-2020, il n'y avait aucune formation qui existait dans le monde de la blockchain, du moins en francophonie. Et donc en 2019, notre fondateur de l'époque, qui est parti depuis, mais donc c'est le fondateur qui s'appelle Jérémy Vauquier, lance une école dans le but de former au début uniquement à la blockchain avec deux formations, une formation développeur blockchain, donc pour tous ceux qui veulent apprendre à coder en Solidity tout simplement, et une formation qu'on appellera non dev, non tech, un peu plus généraliste, qui s'appelait à l'époque chef de projet, qui vise tout simplement à comprendre ce qu'est l'écosystème blockchain, à savoir l'utiliser, donc savoir utiliser Bitcoin, Ethereum, etc., mais sans être un dev. En gros, un peu ton rôle à toi et à moi, quoi. Je pense que tous les deux, on n'est pas dev, mais si tu veux savoir Mhm. faire du marketing dans la blockchain, faire de la chefferie de projet, du consulting, c'est un peu toi et moi. Donc ça s'est lancé comme ça en 2019. Ça a beaucoup pris de l'ampleur en 2020, 2021, 2022. Et on est du coup désormais l'école la plus connue en France pour faire des formations blockchain. On a 3 formations blockchain désormais. Une formation qu'on appelle consulting blockchain. C'est un peu celle que je viens d'écrire. C'est un peu la classe prépa des formations blockchain. On apprend tout, on touche à tout, on sait tout faire grâce à ça. On a un vrai panel complet des formations chez Alira. On a ensuite une formation finance décentralisée. Là, c'est vraiment une formation de spécialisation, accès 100% DeFi, comprendre comment ça marche la DeFi, les différents piliers fondamentaux de la DeFi, et puis savoir trouver des stratégies de rendement dans la DeFi. Et enfin, troisième formation, la formation Dev, blockchain. C'est la même depuis le début, mais qu'on met à jour en permanence, puisqu'évidemment, ça change tout le temps, hein, les contextes évoluent en permanence. C'est Cyril, un de nos formateurs, qui s'occupe de faire cette formation. Donc, en 2 secondes, hein, si on clique ici sur formation, hop, sur Alira, vous avez un résumé de nos 3 formations principales. Celle-ci, pour l'instant, elle est en pause. Donc, on a consulting blockchain, DeFi et développement blockchain. On fait depuis 2 ans maintenant également des formations IA. Donc, j'en parle pas trop parce que je pense que ce n'est pas le but de ce live, mais on fait également des formations IA, pareil, dev et non dev, pour ceux que ça intéresse. Et on a des parcours entreprises. Et je passe. Le point d'importance, du coup, c'est que ça fait 5 ans qu'on existe. Il y a 2500 personnes qui ont fait des formations chez nous. Donc, on a un gros réseau d'alumni. On a des formations qui sont reconnues par l'État. Donc, elles sont certifiantes avec une. Je vais vous cliquer dessus pour vous montrer. Donc, ce qu'on appelle une compétence RS, au répertoire spécifique des métiers. Donc, c'est validé par l'État et ça vous permet en plus de bénéficier de financement public. Par exemple, le CPF, que en général tout le monde connaît, mais pas que. Mhm. Si vous êtes, par exemple, de la convention Syntec, c'est beaucoup de cadres qui sont de la convention Syntec, ben, vous avez le droit à un financement à 100% de la formation. Je vous montre, voilà, hop. La formation et la compétence, c'est ça. Formation maintenant, la certification RS6410. Et si vous cliquez dessus, vous avez tout le détail. Certification s'appelle développer une application décentralisée avec les technologies blockchain, par exemple. Ça, c'est celle des développeurs blockchain. Donc, vous avez tout un tas de certifications disponibles à la suite de la formation. Et le gros avantage, justement, c'est que ça permet d'être reconnu professionnellement parlant dans le milieu. Donc, si vous voulez travailler plus tard dans l'écosystème blockchain, cette formation, elle est bien reconnue. Et surtout, ça permet aussi de bénéficier de financement, donc CPF, etc., comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Voilà en 2 secondes nos formations. Et pour donner un tout petit peu plus de détails, les formations durent en général, il y a deux formules maintenant, mais 3 mois. Donc c'est du cours du soir, c'est beaucoup de live. Il y a du cours préenregistré, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites en live avec des experts de l'écosystème qui viennent et avec des profs, dont je fais partie, qui vous donnent cours du coup en semaine, en soirée. Souvent c'est de 18h30 à 20h30. Et ça s'étale comme ça progressivement sur 3 mois. Ok. Ok. Et du coup, nous, on a un lien. Alors, le lien est en description. De base, c'était pour vous offrir 100 euros sur la formation. On a du coup négocié pour que ce soit pris aussi sur notre commission, parce qu'évidemment, on touche une commission en toute transparence. Donc, on touche moins, vous touchez plus. Aujourd'hui, vous touchez 200 euros.
Voilà, le but c'est aussi de faire un pas et trouver un bon milieu entre nous tous pour qu'on profite tous ensemble parce que c'est pertinent en fait. Moi je préfère travailler avec des gens qui font des formations qui sont reconnues, qui peuvent apporter vraiment des builders en France que voilà, des trucs un peu shady. Donc je suis très content de Yes. t'accueillir déjà et puis de participer à ça. Ouais. Avec plaisir. Donc, pour parler de prix, vu qu'on parle aussi un peu de financement, la formation en général coûte un peu moins de 4 000 euros, donc finançable avec beaucoup d'aide publique. Donc là, vous avez justement 200 euros de réduction en passant par le lien ambassadeur de Joestar. Et le gros avantage, donc c'est quand même c'est un énorme volume, donc c'est environ 120 heures de formation hein, pour ce prix-là. C'est pas un truc de YouTube qui dure 4 heures, hein, c'est 120 heures bien C'est ça. concrètes. Et ensuite, vous avez l'accès à un superbe réseau. En fait, on a des gens absolument partout. Donc on a des gens à la BPI, on a des gens au Crédit Agricole, on a des gens chez BNP Paribas, on a des gens chez la Fondation Tezos, chez la Fondation Ethereum qui ont fait des formations chez Alira. On est un peu partout. Si vous venez à l'ETHCC cet été, vous verrez qu'environ 30% des volontaires de l'ETHCC, c'est des élèves d'Alira. Alors vraiment, on est très, très développé dans l'écosystème blockchain. Donc, en plus des compétences que vous allez apprendre, qui vont dépendre de si vous êtes dev ou pas dev, ça dépend de ce que vous cherchez, surtout ce qu'on vend et ce qui est hyper appréciable, c'est un superbe réseau. Quoi. Vous avez plein d'opportunités professionnelles qui sont hyper appréciable parce que la blockchain, ça fonctionne encore beaucoup par réseau. C'est un petit écosystème, c'est Ouais. beaucoup de réseautage, de connaissances. Et si on Mm. connaît personne, c'est difficile de rentrer dans une boîte. Donc voilà, c'est aussi ce qu'on propose et c'est pour ça qu'on est la plus connue aujourd'hui en France. Ouais, tout à fait. Et tant qu'on est un peu sur le sujet, avant de partir sur Ethereum, parce qu'on va parler 2 heures Ouais, d'Ethereum, c'est le sujet quand euh, même. c'est quand même le sujet, mais quand même, je trouve ça très intéressant. Toi qui vois de l'intérieur l'écosystème français autour du dev, des métiers, tout ça sur la crypto, on en est où? Parce que tu vois, quand tu écoutes les gens, il n'y a pas de projet français, les projets français sont nuls, les gens se barrent. Comment toi tu le vis? Alors, je le vis que les professionnels français sont très recherchés, mais pas forcément par des projets montés en France. Gros Hmm. problème de réglementation et de fiscalité, malheureusement pour toute entreprise qui se laisse en France, surtout problème fiscal, hein, plus que problème de réglementation. Donc, on a beaucoup de demandes en France comme ailleurs pour les devs. Quelqu'un qui est dev blockchain, il trouvera des jobs vraiment partout, en France comme ailleurs. Par exemple, on a Zama, qui est une grosse boîte assez connue qui s'est montée à Paris, Oui. qui cherche en ce moment une dizaine de devs blockchain, ils n'arrivent pas à les recruter. Donc, ils cherchent des devs Solidity purs. Vraiment, en Solidity, il n'y a aucun problème. J'ai mon frère qui est développeur Solidity, qui s'est reconverti il y a 2 ans, donc il travaille chez Mhm. Comet désormais. Il reçoit environ 4 messages par jour sur LinkedIn pour se faire recruter, de par le monde. Bon, il parle anglais, donc ça aide évidemment, mais de par le monde. Donc vraiment, dev blockchain, il y a des métiers à ne plus savoir quoi en faire. C'est plus difficile pour les non-devs, comme toujours, dans un écosystème qui démarre. Là, il faut savoir se démarquer. Donc déjà, parler anglais, c'est assez essentiel parce qu'on a plus de projets anglophones que de projets français, malheureusement, sur le sujet. Et il faut montrer qu'on a fait quelque chose, avoir une expérience de nul dans l'écosystème, avoir zéro expérience dans l'écosystème, c'est difficile de démarrer. Il vaut mieux démarrer par un petit projet de volontariat, tu vois, être volontaire au THCC, être volontaire, être freelance, participer à une Hmm. communauté pour être capable de vendre cette expérience. Et à partir de ce moment-là, surtout si tu parles anglais, tu trouves assez facilement également dans l'écosystème. Mais si tu parles uniquement français et que ton but c'est de trouver un projet français, tu es un peu plus contraint et limité, notamment à cause du problème fiscal de monter l'entreprise en France, quoi, tout simplement, et de la Ouais, ouais, réglementation. bien sûr. Et est-ce que tu vois un petit shift avec la venue de Solana? Justement, on part un peu sur le sujet. Est-ce que tu vois qu'il y a autant de devs au niveau de l'IVM ou est-ce que ça, tu vois, est-ce qu'il y a de plus en plus de communautés autour de Solana qui se construisent? Ouais, alors surtout sur l'aspect développeur. J'avoue pas trop sur l'autre. Ouais. Sur l'autre, on a encore beaucoup de consultants qui sont assez EVM, voire Bitcoin, hein, ils en sont encore au niveau Bitcoin. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'en France, par contre, on a toutes les bancaires qui s'y intéressent de plus en plus. Donc nous, on a de plus en plus de personnes de la Société Générale ou du Crédit Agricole qui viennent former leurs directeurs techniques, directeurs de veille, directeurs commerciaux, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire bouffer par la blockchain. Il faut un peu comprendre à quelle sauce ils vont se faire manger, si tu veux. Sur Mm, mm. l'aspect dev, par contre, on a une énorme vibe Solana, surtout ces 2 dernières années. D'ailleurs, on a offert, nous, donc on est partenaire de la Fondation Solana. Et pour l'instant, ça fait 2 années d'affilée qu'on a offert une formation gratuite, c'est financé par la Fondation Solana, de Dev Solana. Donc ceux qui veulent apprendre à Dev Wow. en Rust et à comprendre la SVM, comprendre comment fonctionnent les applications décentralisées sur Solana. On a fait, donc pour l'instant, on en refera peut-être une l'année prochaine, ça dépend, on renégocie chaque année avec eux. Mais là, elle vient de se terminer, ça s'est terminé il y a un mois. Et on a eu 3 mois de formation, 100% offerte par la Fondation Solana pour 80 personnes quand même. Donc on a formé 80 devs Solana, Trop cool. 100% gratos, on a fait pas mal de communication sur le sujet. Peut-être qu'avec un peu de chance, il y a des gens qui nous écoutent qui en ont bénéficié. Mais ouais, vraiment grosse tendance autour de Solana. Après, les gens prennent toujours plus de risques à se former sur Solana parce que tu n'es pas certain que la vibe va rester aussi longtemps que pour le VM. Donc, c'est Ouais. du temps que tu investis en espérant avoir un retour et que la vibe ne retombe pas. Tu as moins de risques avec le VM et Solidity qui est un peu plus ancré. Quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Et du coup, on rentre un peu sur Ethereum. On a eu récemment Pectra.
qui s'est lancé. Donc, toi, tu l'as suivi de l'intérieur en plus, je crois. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Et puis qu'est-ce que ça apporte surtout? Ouais, alors est-ce qu'il y a eu des problèmes et comment ça s'est passé? Donc Petra, c'est une mise à jour sur laquelle la fondation Ethereum et les core devs d'Ethereum posent depuis un petit bout de temps. Elle a eu du mal à naître en fait cette mise à jour parce qu'ils ont mis beaucoup de temps à se mettre d'accord les core devs sur les différents EIP. EIP c'est Ethereum Improvement Proposal, donc sur les modifs qu'on va apporter à Ethereum. Donc elle a mis du temps à se dessiner. Une fois qu'elle s'est dessinée, il faut comprendre que c'est la mise à jour la plus grosse en termes de nombre d'EIP jamais réalisée. C'est pas forcément ça qui a le plus grand nombre de lignes de code de changer, mais il y a 11 EIP en tout, donc c'est massif, il n'y en a jamais eu autant. Pour autant, il y a des EIP très techniques que personne ne comprend, donc le grand public n'en a jamais entendu parler, on n'en parle pas. Et tu as des EIP un peu plus mainstream, dont on parlera tout à l'heure, dont 3 particulièrement, il y a 3 grandes catégories dont on peut parler. Cette mise à jour, elle a été difficile parce qu'ils l'ont d'abord mise sur testnet, il y a eu des erreurs, des bugs à chaque fois. Mhm. Donc vous savez que les mises à jour sont d'abord testées sur, donc là c'était sur Oleski puis sur Sepolia, les deux testnets d'Ethereum. Et à chaque fois on a eu des emmerdes. Donc sur Oleski on a eu un problème de finalité et pareil sur Sepolia. Donc on avait un peu les chocottes, on n'était pas hyper serein sur le lancement sur Mainnet. Heureusement ils ont pris le temps, ils ont bien tout vérifié, ils ont relancé des devnets, ça s'est bien passé. Et donc on a eu la mise à jour, c'était début du mois sur Ethereum. Et qu'est-ce qu'elle contient? En final, c'est un peu ce qui intéresse au monde, cette mise à jour. Alors, en termes d'UX, donc ce qui vous intéresse, vous, monsieur tout le monde, entre guillemets, l'UX principal, c'est le fait de pouvoir donner des pouvoirs de smart contract à vos adresses traditionnelles. Aujourd'hui, quand vous avez une adresse sur MetaMask ou sur Abi, vous avez ce qu'on appelle un EOA, Externally Owned Account. Et il y a 2 types d'objets sur Ethereum, il y a les EOA et puis il y a les smart contracts. Il n'y a que 2 types d'éléments. Et quand vous avez des smart contracts, vous avez accès à plein de choses diverses et variées, notamment au fameux smart contract wallet que vous connaissez peut-être. Le plus connu, c'est Gnosis Safe, c'est des multisig, mais qui permettent de faire des choses super comme faire 2 transactions en une, d'avoir de la social recovery, d'avoir plusieurs signataires, de faire l'approval et le swap en même temps, par exemple. Donc ça, c'est cool. Mais il n'y a pas grand monde qui migrait vers les smart contract wallets. Donc ce que c'est dit Ethereum, c'est plutôt que de demander à tout le monde de migrer vers les smart contract wallets, on va apporter les smart contract wallets à tous les gens qui avaient déjà des EOA. Donc tous ceux qui veulent garder leur historique, qu'on leur adresse depuis 4 ans, 5 ans, ou qui juste par simplicité aiment bien aller sur MetaMask ou sur Abi et créer leur adresse. Bien, donc depuis cette mise à jour, c'est encore en cours de développement. Enfin, c'est live, mais les wallets l'ont pas encore très bien intégré. Vous pouvez ajouter des sortes de super pouvoirs si vous voulez déléguer votre EOA à un smart contract wallet. Et donc désormais, fini le approval plus swap. Ça y est, vous pouvez faire tout d'un coup. Vous pouvez faire donc aller sur Uniswap et faire un approval et un swap dans la même unique transaction. Vous allez pouvoir créer du social recovery, faire en sorte que si vous perdez l'accès à vos portefeuilles, et bien une adresse que vous avez vous-même whitelistée puisse récupérer l'accès à vos fonds. Vous allez pouvoir créer des limites, faire en sorte qu'il n'y ait pas plus que 10 000 $ qui sortent de votre portefeuille toutes les 24 heures, en cas de hack par exemple. Bref. Des limit orders aussi, peut-être. Des limites. Alors, les limit orders, tu peux déjà les placer dès aujourd'hui. Tu n'avais pas besoin du smart contract wallet. Depuis un EOA, tu peux directement faire un limit order. Par contre, tu peux automatiser des limit orders, tu peux batcher des limit orders. En fait, tu as beaucoup plus de choses qui sont permises. Parce que tout simplement, tu as un smart contract wallet et un smart contract wallet, par défaut, tu peux faire plein de choses avec. Ça dépend de comment tu le codes, tout simplement. Donc, ça, c'est la mise à jour la plus majeure, entre guillemets, pour quelqu'un de lambda qui utilise la blockchain. C'est live, mais pas encore intégré au niveau des outils. Donc, si vous ouvrez MetaMask et Rabi aujourd'hui, on ne vous le proposera pas encore. Parce que je pense qu'ils sont en train de le bêta-tester, d'être sûr de ne pas faire une connerie. Parce que ça a un inconvénient qui est que si tu approuves un smart contract véreux, tu peux donner ces super pouvoirs-là à ce fameux smart contract véreux, qui peut du coup potentiellement faire des approvals en ton nom, récupérer tes tokens, etc. Donc ça a quand même un inconvénient, il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on signe. Ça, c'est la mise à jour numéro 1. La mise à jour numéro 2 qui me plaît beaucoup, c'est des changements au niveau des validateurs. Donc, vous savez que le consensus d'Ethereum, il fonctionne avec le Proof of Stake et avec des validateurs de 32 Ethers. C'était jusqu'à Pectra. À partir de Pectra, les validateurs, ils ne font pas forcément 32 Ethers. Ils peuvent faire n'importe quelle valeur entre 32 Ethers et 2048 Ethers. À quoi ça sert? Pas grand-chose de base quand on y pense. À l'époque, si vous aviez, je ne sais pas moi, 64 Ethers, vous mettiez simplement 2 validateurs de 32 Ethers. En gros, vous aviez 2 validateurs de 32 Ethers. Chaque validateur, il a un pouvoir de vote de 1 et vous avez juste 2 pouvoirs de vote en tout. Le problème, c'est que chaque validateur sur le réseau, il crée, non pas du bruit, mais il consomme de la bande passante. Il envoie des messages, il envoie des attestations aux autres validateurs. Et donc, ça crée plein de messages, plein de consommation du réseau P2P, de ce qu'on appelle le consensus layer de la blockchain. Donc, c'était un peu de la consommation P2P pour rien, parce qu'on avait plein de validateurs un petit peu artificiels. Simplement, les gens qui avaient plein d'Ethers, il fallait qu'ils montent plein de validateurs de 32. Donc là, ils changent, ils ont dit, allez, on change ça. On fait que n'importe quel nombre entre 32 et 2048 Ethers peut être un validateur. Donc si vous avez 1500 Ethers, vous faites un seul et unique validateur de 1500 Ethers. L'avantage, c'est que du coup, vous avez un seul message qui est envoyé sur le réseau P2P, mais ce message, plutôt que d'avoir un poids de 1,
il a un poids de 1500 divisé par 32. Je ne sais pas combien ça fait, mais ça va faire 40, on va dire. Il a un poids de 40. Et donc, vous avez drastiquement diminué sur le réseau P2P d'Ethereum la consommation de bande passante. Et du coup, vous permettez à des particuliers comme vous et moi, si on a un nœud validateur à la maison, de pouvoir participer encore plus facilement au consensus d'Ethereum, puisqu'il y a besoin de moins de bande passante, ça consomme moins de votre upload, notamment, donc de ce que vous pouvez uploader sur le réseau. Et ça fait qu'à terme, on pourra diminuer la limite. On passera de 32 Ethers, peut-être à 16, puis à 8, puis à 4. Ça va dépendre justement de ce qui est fait plus tard. Mais c'était un prérequis, si vous voulez, pour diminuer le nombre d'Ethers nécessaires à devenir validateur, en diminuant la charge sur le réseau P2P du consensus layer d'Ethereum. Voilà. Donc ça, vous ne le verrez pas en tant que particulier, mais pour toutes les personnes qui font un peu de l'infra, donc qui veulent devenir nœud validateur, c'est super intéressant. Ça a d'autres avantages, ce qu'on appelle la composition d'intérêts. À l'époque, imaginons que moi j'ai un nœud validateur de 32. Si jamais je gagne 1 Ether par an environ, si je suis un validateur de 32 Ethers, avec mon Ether gagné, je ne peux pas composer mes intérêts. Je ne peux rien faire avec mon Ether de plus. Alors que là, cet Ether, je peux immédiatement le rajouter à mes 32 Ethers. Et du coup, je n'ai pas 32 Ethers qui farment en Proof of Stake, j'en ai 33. J'ai un Ether de plus. Donc les petits porteurs, ils sont plus favorisés puisqu'ils peuvent composer leurs intérêts, ce qui n'était pas possible avant. Il n'y avait que les gros porteurs qui avaient, je sais pas moi, 50 validateurs qui pouvaient du coup gagner 50 Ethers par an et hop, avec leurs 50 Ethers, ils remontaient un validateur de 32. Donc eux, ils pouvaient composer les intérêts et pas vous, petits porteurs. Donc c'est petit porteur entre guillemets, parce que 32 Ethers, c'est pas petit. Voilà. C'est ça l'intérêt aussi, c'est que ça améliore la décentralisation en mettant tout le monde sur un pied d'égalité au niveau de la composition des intérêts. Ouais. Et je peux peut-être montrer un petit peu, on va faire un petit tour sur ce qui s'est passé du coup. Alors, partager écran. J'ai en face de moi les. Est-ce que je partage ça ouais, on va faire comme ça. J'ai du coup un peu les avancées qui se passaient. Je pense aussi que ça attaque. Alors, tu me diras si je me trompe. J'ai l'impression que du coup, le IP sur le nombre d'Ethereum à stake, ça peut attaquer Lido. Parce que tu vois, si tu avais, je sais pas, 70 Ethers, tu peux pas faire 3 nœuds. Donc tu vas en faire 2 et le reste, peut-être tu vas le mettre sur Lido parce qu'ils acceptent un peu tout. Et pour le moment, je vois pas encore trop ça, mais ça a l'air d'un petit peu baisser. Sinon, j'avais pour suivre aussi. Je suis obligé de faire ça. J'ai peur de. J'ai aussi le nombre de validateurs. J'ai pas vu tant de changements encore. Je sais pas si c'est ça, je pense qu'à terme, ce nombre de validateurs, il va diminuer en fait, parce qu'il va y avoir une consolidation. Ce qu'il y a, c'est que les personnes qui ont déjà des validateurs mis en place, je pense qu'ils n'ont pas envie de s'embêter à les enlever. Tu sais, il n'y a pas grand intérêt à enlever des validateurs que tu as déjà mis en ligne pour les fusionner, parce que bon, tu as déjà fait tout le travail, tu as déjà mis ta sécurité opérationnelle, donc bon, ils le font pas. Par contre, j'imagine que sur le temps long, ça va consolider les validateurs entre eux. Ça veut dire que quand Coinbase, par exemple, qui possède 15% du stake, va vouloir recycler ses validateurs, il va retirer ses validateurs de 32 et il va en recréer un seul 2024. Et je t'annonce, dans 2 ans, il y aura un FUD. Depuis Pectra, Ethereum perd des validateurs, Ethereum est de moins en moins décentralisé. Mais rien à voir. Ce qui compte, c'est pas le nombre de validateurs, ce qui compte, c'est le nombre de nœuds qui font de la validation, de nœuds validateurs. Et en fait, avec un seul nœud, tu peux avoir 100 validateurs si tu veux. Enfin, c'est pas le nombre de validateurs qui compte, c'est vraiment le nombre de nœuds validateurs qui compte. T'avais combien de nœuds déjà? Une estimation du coup, parce que c'est un peu compliqué, j'imagine. Il y avait 1 million de validateurs à peu près, mais c'est pas forcément des nœuds, parce que du coup, sur un nœud, tu peux mettre 100 validateurs de 32 Ethers si tu es très riche. Donc il y avait environ, on estime que sur Ethereum, il y a 10 à 15 000 nœuds validateurs. Donc ça veut dire qu'il y a 10 à 15 000 personnes à travers le monde qui participent au consensus et qui décentralisent ce qu'est le consensus d'Ethereum. Ça représente 32 millions d'Ethers environ, donc un peu plus d'1 million de validateurs. C'est ça. Il y a de la marge parce qu'on passe de 1 million à 15 000 du coup. Ouais, je vois que c'est un point à le baisser quand même. Ouais, c'est léger. Très légèrement. C'est dans l'épaisseur du trait. Mais il y aura une consolidation sur le long terme et surtout, toutes les nouvelles entités qui vont se lancer, voilà, je te dis, elles vont pas mettre 10 validateurs de 32 Ethers, elles vont en mettre un seul de 320 et elles auront tout intérêt à le faire. C'est moins de clés privées à gérer, une meilleure, moins de bande passante au niveau de ton nœud, donc moins de chances d'avoir des problèmes pour attester, des attestations qui tombent pas dans les temps. Bref, il n'y a que des avantages en fait. Simplement que, comme tout sur Ethereum, c'est du temps long et c'est une mise à jour pour le long terme, quoi. Bien sûr. Et un truc dont tu n'as pas parlé, que je suis beaucoup. Les blobs. Alors, les blobs, ça ne concerne pas Ethereum directement, mais indirectement, très fortement quand même. Et du coup, on a vu la target augmenter à 6. Non.
Ouais, 6. En fait, c'est C'est particulier. ça? Avant, c'était Oui, c'était 3 la target, 6 le max. Et oui, maintenant, c'est 6 la target, 9 le max. Donc, ils n'ont pas tout c'est ça. multiplié par 2. Donc, effectivement, c'est la troisième partie de la mise à jour. Donc, je dis, première partie, c'est l'UX qui change avec les smart contracts. Deuxième partie, c'est la validation avec les 32 Ethers à 2048 Ethers. Il y a d'autres intérêts, j'y reviendrai peut-être juste après. Et troisième, très attendu, c'est des blobs. Donc, les blobs, c'est ces fameux sidecars, si vous voulez, à côté des blocs, à côté de chaque Mm. bloc. On a une sorte de sidecar dans lesquels on peut juste déposer de la data, dans lesquels les layers 2 viennent prendre leur data, compresser les transactions qu'ils font en fait et déposer cette data sur Ethereum. C'est une data qui est conservée 3 semaines environ sur Ethereum uniquement et ensuite qui est jetée à la poubelle. Enfin, les nœuds n'ont pas besoin de la garder pour simplifier. Et donc, on Mm. était limité à 3 blobs par bloc. Enfin, on avait une target de 3 blobs par bloc, je vais y arriver, et un max de 6. C'est dur. Un blob, j'ai plus les chiffres en tête, ça faisait de mémoire, c'est 128 kilooctets, mais je vais pas dire de bêtises, je ne l'ai pas révisé avant de venir. De mémoire, c'est ça. Donc, on a tout simplement multiplié par 2 la target, ce qui veut dire que désormais, il y a 2 fois plus d'espace pour que les layers 2 viennent déposer leur data sur Ethereum. C'est la fameuse data availability d'Ethereum, le fameux DA d'Ethereum, C'est ça. qui est utilisé par les vrais rollups. Parce que du coup, il y a des layers 2 qui ne sont pas des rollups, mais un rollup, c'est un layer 2 qui vient mettre sa preuve sur Ethereum, mais aussi sa data sur Ethereum. Donc, Mm. si vous avez un layer 2 qui ne met pas sa data sur Ethereum, c'est pas un rollup, c'est juste un layer 2. Et c'est soit un Validium, soit un Optimium, bref, il y a plein de layers 2 différents, mais c'est pas un rollup. S'il s'appelle un rollup, c'est que c'est du marketing de nomenclature, quoi. Faut peut-être préciser que en fait, tu as une target, tu as un max, mais quand la plupart s'arrêtent à la target. On a vu, il y avait le Brett Guy qui en a beaucoup parlé. Là, quand en fait tout était plein, bah, ils allaient sur la call data ou alors ils reportaient même. Je crois qu'il a fait un petit dashboard là. Il reportait même le À plus postage de tard. la donnée. Ouais. Hein? Le Ouais, principe, c'est en fait, ça. c'est comme le IP49, donc la target, c'est 6 blobs et le max, c'est 9. Et le principe, c'est que s'il y a plus de demandes que la target, donc les gens postent 7 blobs en ce moment, et ben, le prix du blob monte. En fait, chaque blob a un coût et le prix du blob fait que monter quand les gens sont au-dessus de la target. Donc, c'est un système Ouais. dynamique. Quand vous êtes au-dessus de la target, le prix du blob monte, et quand vous êtes en dessous de la target, le prix du blob descend. Et le marché trouve un équilibre. C'est comme ça que fonctionne le prix du gaz sur Ethereum aujourd'hui, depuis le IP 1559. Quand vous payez votre gaz, là, il coûte aujourd'hui, je sais pas, 3 Gwei ce matin, eh ben, c'est le IP 59 qui, en fonction de la demande, c'est le nombre de gaz par bloc. Si vous êtes plus ou moins à 18 millions, quand vous êtes au-dessus de 18 millions, le prix du gaz il monte. Quand vous êtes en dessous, le prix du gaz il descend. Ben, les blobs, c'est pareil. Là, maintenant que c'est 6, quand vous serez au-dessus de 6 blobs, le prix du gaz il monte. Quand vous serez en dessous, le prix du gaz il diminue. Donc, du coup, les layer 2, C'est ça. ils jouent à être pile poil à la target, pile poil à 6 pour pas payer trop cher. Et si c'est trop cher, ce qu'ils faisaient avant, ils sont malins, c'est qu'ils allaient publier en call data. Donc, c'est la deuxième manière de publier de la data sur Ethereum. Et ce qu'a fait Pectra, qui est hyper intéressant, c'est que Mhm. Pectra a rendu plus cher la call data pour les layers 2. Pas pour les layers 2, mais pour les transactions qui consomment énormément de call data. En gros, c'est pour targeter les layers 2. Ils ont rendu la call data beaucoup plus chère. Et parce qu'ils l'ont rendu Mhm. plus cher, donc ça veut dire plus cher en gaz, elle coûte plus de gaz, ils ont permis de limiter ce report que tu mentionnais, des layers 2 vers le call data. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'ils ont réduit la taille maximum théorique d'un bloc sur Ethereum. Avant, la taille maximum, c'était 2 Mhm. mégaoctets. C'est-à-dire que le pire scénario sur Ethereum, c'est qu'un bloc faisait 2 mégaoctets. Avec ça, ils l'ont réduit, c'est passé à 1 mégaoctet. Et du coup, le pire scénario, c'est un peu dimensionnant pour savoir comment tu vas scaler Ethereum, tu as besoin de savoir quel est ton pire scénario. Donc, en diminuant la Mhm. taille max d'un bloc de 2 mégas à 1 méga, bah, ils ont vachement plus sécurisé le risque d'Ethereum au niveau du consensus notamment et du P2P. C'est-à-dire qu'un méga envoyé, c'est beaucoup, un méga toutes les 12 secondes. Ouais. C'est assez massif pour des nœuds qui sont chez toi et chez moi. Donc c'est hyper intéressant. C'est à la fois éviter que les layers 2 aillent sur le call data et en même temps et diminuer le scénario du pire pour Ethereum, globalement. Par contre, ça n'empêche pas, à ma connaissance en tout cas, que si jamais on retrouve là les 6, ce qui peut arriver vite, hein, parce qu'on voit quand même que ça va vite, que les layers 2 commencent à hold la data et à la poster quand ça les arrange. Et ça, Ouais. on n'a pas de mécanisme en fait pour prévenir, sauf si son stage 2, tout est géré par smart contract, non? Ouais, alors c'est pas si simple parce que le stage 2 il est encore assez permissif. Le Ah, principe de la DA, c'est que tant que tu publies pas ta DA, tu peux pas annoncer que tu es vraiment sécurisé par Ethereum. Donc ta transaction qui a eu lieu sur un layer 2, elle n'est pas finalisée sur le layer 1 tant que tu n'as pas publié sa DA sur le layer 1. Donc après, c'est une histoire de ce que vend le layer 2. Enfin, le relève, s'il se vend comme étant quelque chose de régulier, que tous les 6 secondes, peu importe le prix, il publiera, et ben, il publiera. Mais tu auras des relèves qui seront au contraire peut-être plus institutionnels. Ils diront, bah, nous, on 99,9% du temps, vous aurez une finalité en 6 secondes. Et par contre, quand il y aura des pics, bah, vous acceptez une finalité de 10 minutes. Et après, c'est le marché qui accepte ou pas cette solution technologique. Mais tout à fait, le roll-up a la possibilité de ne rien publier. Mais qui dit ne rien publier dit aucune garantie de sécurité
sur ce que tu fais sur le layer 2. Voilà. Mais après, c'est un trade-off technologique C'est ça. et presque un trade-off marketing. C'est aux users de savoir ce qu'ils veulent et le risque qu'ils sont prêts à accepter quand ils vont sur un layer 2. Ce que pour l'instant, peu de users savent faire. Parce que tout le monde dégène, tout le monde va regarder les rendements. Mais on imagine assez bien les entreprises dans le futur, par contre, faire cette due diligence, faire cette recherche, une banque qui développe elle-même son layer 2, faire son choix technologique, etc. etc. Tout à fait. Et bon, on n'est peut-être pas d'accord sur ce sujet-là. Moi, j'ai toujours des doutes quant à la faisabilité de la DA, tu vois, ou à Ethereum de délivrer assez de blobs pour les layer 2, parce qu'il y a toujours Celestia, Eigendier qui sont des potentiels concurrents. Comment Ouais. tu vois, toi, est-ce que tu crois que, déjà, est-ce que Fusaka, on va avoir 48 blobs? Il y avait 48-72 qui étaient évoqués. Il y a beaucoup de gens qui doutent. Toi, tu es de l'intérieur, donc tu le vois peut-être un peu plus. Est-ce que tu crois que Ethereum peut apporter autant de DA pour compete avec Celestia ou Eigendier, quoi? Ok. Alors déjà, pour répondre à la première question, c'est qu'est-ce qu'on va avoir des 48 blobs dans Fusaka? Est-ce qu'ils vont réussir à scaler? Je suis persuadé que oui. En fait, il faut comprendre pourquoi ils vont réussir à scaler. Aujourd'hui, les blobs, ils sont téléchargés intégralement par tous les nœuds. C'est-à-dire que si je suis un nœud sur Ethereum, je dois me télécharger l'intégralité des 6 blobs qui sont demandés à chaque bloc. Donc ça veut dire que j'ai une bande passante de 6 blobs qui arrivent à chaque bloc. Le principe avec Fusaka, c'est ce qu'on appelle le pire DAS. On s'en fout, le DAS, c'est Data Availability Sampling. Ce qui compte, c'est le mot sampling, c'est le mot échantillonnage. Le principe, en fait, c'est qu'on va arrêter de demander au nœud de télécharger l'intégralité des 6 blobs. C'est qu'on va demander de télécharger uniquement un échantillon. Cet échantillon va correspondre à ce que représente en data 6 blobs aujourd'hui, mais parce que vous ne téléchargez qu'un échantillon, on peut démultiplier le nombre de blobs que le réseau peut entretenir, si tu veux. Et donc, grâce à ce sampling, ce Data Availability Sampling, on va passer de 6 blobs. Peut-être que c'est 48, peut-être que c'est 124, peut-être que c'est 96, j'en sais rien. On verra bien comment ils décident. Mais oui, je suis hyper confiant. Tous les guardians avons annoncé que la prochaine mise à jour, c'est Pirdas. Et c'est sûr, on n'y coupera pas. Si les autres mises à jour font retarder Pirdas, on ne les met pas. Donc d'ici fin 2025, début 2026, je suis certain qu'on aura donc, le fameux DAS, Data Availability Sampling, et qu'on aura plus de blobs. Après, sur la deuxième partie de ta question, est-ce qu'ils peuvent concurrencer Celestia ou est-ce qu'ils peuvent concurrencer Eigendier? La réponse est non, ils ne pourront jamais. C'est pas le même prisme technique. Ça, c'est des blockchains qui se sont spécialisés uniquement dans ça. C'est leur seul but, c'est de faire de l'ADA. Donc forcément, quand tu te spécialises dans un truc, tu es super fort dans ce truc-là, au détriment du reste, entre guillemets. Ethereum, il joue à un jeu qui est assez particulier, c'est un jeu d'équilibre. Il concurrence BTC sur l'aspect SOV, donc Store of Value, il concurrence Solana sur l'aspect rapidité exécution, et il concurrence Celestia sur l'aspect data availability. C'est un peu la croisée des mondes, si tu veux. Et donc, ils n'auront jamais autant de DA que Celestia, mais le DA, ce n'est pas une commodité, ça veut dire que de la DA sur Celestia, ça n'a pas la même valeur que de la DA sur Ethereum. Donc, ils vont publier moins de DA au total, mais cette DA, elle aura beaucoup de valeur pour une raison particulière, enfin 2 raisons particulières. La raison numéro 1, c'est qu'elle te permettra d'être composable avec le layer 1 d'Ethereum. À moyen terme, tous les layers 2, s'ils le souhaitent, ils pourront être, on parle de synchronous composability, donc ils pourraient être composables de manière synchrone avec le layer 1. C'est-à-dire que depuis un layer 2, tu pourras appeler un smart contract du layer 1. Tu pourras par exemple faire un dépôt sur AV layer 1 ou sur Morpho layer 1. Et si le layer 1 d'Ethereum se développe bien, ça aura beaucoup de valeur de pouvoir être synchrone avec ce layer 1. Donc cette DA, elle sera moins grande, mais elle sera très value, si tu veux, parce qu'elle te permettra d'accéder à un écosystème que tu n'auras que sur Ethereum et qu'avec le layer 1. Donc ça, c'est la composabilité avec le layer 1, et elle te permettra aussi d'être composable avec tous les autres layers 2 qui ont fait le même choix. Qui ont fait le choix, on en parlera après peut-être, d'être les fameux based roll-up, là, on en parlera tout à l'heure peut-être. Et c'est ça en fait qui compte. C'est pas le nombre de DA au total, parce que faire de la DA pour faire de la DA, c'est bien, mais ce qui compte, c'est aussi qu'est-ce que cette DA te permet en termes de sécurité et d'accessibilité. Et si tu veux accéder de manière composable et synchrone à Ethereum, eh ben, il faudra la DA d'Ethereum. C'est pour ça que je pense que même si elle sera moins nombreuse, elle aura beaucoup de valeur. Ok, je voulais vous montrer un petit peu l'évolution. Alors on a eu Celestia qui nous a un peu scam la data récemment avec Eclipse, mais voilà, merci. Donc on avait une surdominance de Celestia pendant longtemps, et puis là on voit que depuis qu'Eclipse a fini son tap to earn, là, Ethereum reprend un peu le lead. Voilà, c'est à suivre. C'est intéressant ce que tu dis. Du coup peut-être qu'on peut virer sur le ZK qui est arrivé récemment avec Succinct, qui permet de prouver un bloc en moins de 12 secondes. En tout cas, il commence. Ouais. C'est pas encore, de ce que j'ai compris avec Vitalik, c'est pas encore tout à fait fiable, mais on va beaucoup plus vite que ce qu'on attendait, parce que ça, c'était un truc que j'entendais l'année dernière, qu'on disait ce sera dans 3 ans. Finalement, ça a pris une seule année. Et ça permet de faire ce que tu disais, non? C'est ça? Ouais, plus exactement, plus ou moins. C'est compliqué. On va essayer de démorceler. En gros,
De par ce choix de faire une roll-up centric roadmap, la technologie ZK a avancé bien plus vite qu'on le pensait. En fait, à partir du moment, c'est ça qui est cool, c'est où tu laisses de la libre innovation des personnes se concurrencer sur des technologies diverses et variées. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur les ZK pour les ZK roll-up initialement, donc c'est pour ce but-là, ou les Validium, donc c'est les ZK L2, pas les ZK roll-up. Ça a beaucoup avancé et le but justement, c'est d'être capable de créer une preuve, donc mathématique, la fameuse Zero Knowledge Proof, qui prouve que l'exécution de ce que tu réalises est correcte sans pour autant avoir besoin de refaire cette exécution. Donc on partait de là, et effectivement, pour expliquer ce que j'expliquais tout à l'heure, pour avoir de la composabilité synchrone entre un layer 2 et un layer 1, ou entre deux layers 2, tu es obligé d'avoir un rollup qui fonctionne avec des Zero Knowledge Proof. Pourquoi? Si tu as un optimistic rollup, tu as un délai de 7 jours. C'est-à-dire que le rollup, il doit attendre 7 jours sur Ethereum avant de bridger sur Ethereum. Pourquoi? Parce que par défaut, on ne sait pas ce qu'il a fait. On laisse juste n'importe qui à 7 jours le temps de dire ah, il a fait de la merde, il a fait une erreur sur son rollup, son état est incorrect. Mais il ne peut pas prouver qu'il est correct. Il doit juste attendre 7 jours et espérer que personne lui dise qu'il est incorrect. Un zero knowledge rollup, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça vient vous prouver mathématiquement que ce qu'il a fait, il est correct. Et du coup, dès que vous recevez la preuve, vous savez que l'état est correct, l'état du rollup, et vous pouvez du coup échanger avec lui, récupérer vos fonds, faire des transactions, etc., etc. Donc on a besoin du zero knowledge pour faire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, la composabilité avec le layer 1, la composabilité entre les layers 2. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est que avec cette idée d'Ethereum de scaler le layer 1, en fait, le layer 1 lui-même va bénéficier des deux innovations majeures qu'ont permises les rollups, c'est-à-dire le ZK d'un côté et le DAS de l'autre. Donc je m'explique. Aujourd'hui, l'execution layer du layer 1, ça veut dire sa couche d'exécution, le layer 1 lui-même, il est vraiment 100% exécuté par tous les nœuds. Tous les nœuds de la blockchain Ethereum refont toutes les transactions, stockent tout le state, stockent toute la data. Vraiment, c'est une blockchain classique, comme on en a l'habitude avec Solana ou avec Bitcoin. Le principe, c'est que le layer 1 lui-même va en quelque sorte devenir un rollup. Ça veut dire que l'exécution ne va plus être faite par tous les nœuds. Tous les nœuds de la blockchain Ethereum vont simplement vérifier une zero knowledge proof de l'exécution du layer 1 lui-même. Ce qui veut dire que toi et moi, on pourra avoir un nœud à terme, dans 10 ans, sur une smartwatch. On n'aura pas besoin d'avoir un nœud qui coûte 800 euros à la maison. Parce que la seule chose qu'on va demander de vérifier, c'est la zero knowledge proof. Et ça demande très très peu de pouvoir computationnel et très peu de bande passante. Donc en gros, Ethereum leverage l'innovation qu'elle a elle-même permise avec les layers 2 pour améliorer son propre layer 1. Ça, c'est la zero knowledge qui va le permettre. Et je vais encore plus loin. Le fameux data availability sampling, ça veut dire que les blobs, ils vont potentiellement à terme être eux-mêmes utilisés par la data du layer 1. Tes transactions sur le layer 1, elles ne seront pas stockées sur le layer 1 elles-mêmes, elles sont stockées via les blobs. Donc en fait, le layer 1 devient lui-même son propre rollup, qui est donc il est based et native par défaut, mais ça on rentrera dans le détail après. C'est vraiment hyper intéressant. Donc c'est toute l'idée de Dankrad et de Justin Drake en ce moment, les deux core devs principaux d'Ethereum, c'est de dire tout ce temps que vous pensez peut-être qu'on a perdu avec les layers 2. De 1, il n'est pas perdu parce qu'il a permis plein d'innovations. De 2, on a plein de solutions pour avoir de la synchronicité sur le long terme, de la composabilité entre eux. Et de 3, on va pouvoir releverager tout ça pour améliorer le layer 1 et lui-même le scaler. En fait, on fait que le layer 1 devient lui-même un rollup, tout simplement. Mais un rollup un petit peu particulier, qui a des pouvoirs privilégiés, si tu veux. Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, c'est toute la recherche de Succinct. Donc, Succinct, c'est des personnes qui travaillent sur la technologie ZK. Et le principe, c'est par contre, il faut que tu sois capable de prouver, donc de créer une preuve en moins de 12 secondes, parce qu'il faut que tous les nœuds puissent, notamment les nœuds validateurs, puissent valider le bloc en moins de 12 secondes. 12 secondes, c'est le temps que tu as pour attester un bloc. Donc, si tu mets plus que 12 secondes à créer une preuve, bah, tu ne peux pas attester un bloc, parce que par défaut, tu es trop long pour créer ta preuve. Donc, il faut à tout prix que ta preuve se crée dans un temps plus court que le temps du bloc, qui est de 12 secondes. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de recherches sur le sujet et qu'on ne pourra transformer Ethereum de la façon que j'ai expliqué précédemment, le layer 1, que lorsque l'on aura le ZK disponible en moins de 12 secondes, l'épreuve disponible en moins de 12 secondes, et là on n'y est pas. On n'y est pas parce qu'en gros, 99% des blocs pourront être validés en moins de 12 secondes. Le problème, c'est les fameux edge cases. Comme je disais tout à l'heure, quand tu as un bloc qui fait 2 mégaoctets, avec que de la call data, ça c'est un edge case. Et ce edge case, le problème, c'est qu'il met un temps fou pour créer une preuve. Et donc, bah, tu ne peux pas changer une blockchain en cours de route si 1% du temps, ça ne marche pas. Tu es obligé d'avoir 100% du temps. Et ça, ils estiment que Succinct, ils disaient, j'ai lu le post hier, peut-être 1 an et demi à 2 ans de recherche encore sur le sujet. Oui, quand même. Ouais, à peu près avant que ça arrive. Mais c'est pas très grave parce que ça, c'est ça, si tu veux, c'est le endgame de Ethereum Layer 1. Il y a plein de petits trucs qui vont gagner entre temps. Ils vont monter la gaz limite. Là, on va passer de 36 à 60 millions, je pense, dans un mois. Ça va prendre à peu près un mois le temps que tout le monde s'y mette. Donc, on va monter petit à petit, mais le endgame, c'est ça, quoi, pour le Layer 1. Ouais. Et du coup, je rappelle qu'en plus, Vitalik avait parlé de faire de la ZKVM, du coup, mais c'était plutôt Risque Zero qui avait été nommé, qui est un concurrent de Succinct, on est d'accord.
Ouais, enfin, c'est pas un concurrent de Succinct parce que Succinct utilise, en fait, Risque Zéro, c'est un framework de développement, en fait. C'est presque plus un système d'exploitation, alors que Succinct, c'est une entreprise. On peut pas vraiment dire que c'est concurrent. Hmm. Il y a une boîte, par contre, qui s'appelle Risque quelque chose, qui, elle, est concurrent de Succinct. C'est peut-être pour ça qu'on fait la confusion des fois, parce que comme toi, j'ai fait la confusion par le passé plusieurs Ah, fois. c'est pas les mêmes? Mais ouais, non, je crois pas. En fait, c'est risque de mémoire. Je veux pas dire de conneries, mais Hmm. de mémoire, Risque Zéro, c'est plutôt un framework, un système d'exploitation. Et après, tu as deux boîtes concurrentes, Succinct Oui, et une autre risque boîte qui a 5. Risque dans son nom. Voilà, Risque 5 peut-être. Ou... Ouais. Voilà. Et c'est peut-être là que. Alors moi-même, je me confonds peut-être entre les deux. Mais voilà, il faut faire gaffe parce qu'il y a une boîte qui se nomme un peu comme le protocole qu'elle utilise dessous. Mais Succinct utilise aussi Risque Zéro, de mémoire, si je dis pas de conneries. D'accord. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce qui est assez drôle avec le ZK, c'est que ça met en avantage plutôt du coup les blockchains lentes que les blockchains rapides, parce qu'une blockchain rapide, là, une Solana pour prouver en 400 millisecondes dans ZK, ça va être très très long, quoi. C'est pas faux. Après, je sais pas si je serais si catégorique parce que ça va dépendre de la quantité d'informations que tu as dans ton bloc. C'est-à-dire que tu peux faire des blocs très rapides, mais si dans un bloc de 400 millisecondes, il y a très peu de transactions pour lesquelles tu as besoin de créer une zero knowledge proof, bah, tu peux peut-être Hmm. créer ta zero knowledge proof aussi rapidement que le bloc. Donc je serais peut-être pas aussi catégorique, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que s'il y a le même nombre de transactions, on va dire la même payload dans un bloc de 400 millisecondes, dans un bloc de 12 secondes, évidemment, les blockchains très rapides, elles vont avoir du mal à adopter le ZK à cause de ça. Si par contre, en Mhm. 400 millisecondes, bah, tu as eu 10 fois moins de transactions, mais ce n'est pas le cas de Solana. Solana, ils ont beaucoup de transactions. Effectivement, là, c'est linéaire, ça ne changerait pas grand-chose. D'ailleurs, par rapport Ok. à ça, on estime, il y a débat en ce moment, tu te suis peut-être sur la taille minimum, enfin, le nombre de secondes minimum que devrait avoir un slot sur Ethereum. Aujourd'hui, on est à J'ai vu, 12. ouais. L'idée, c'est que l'année prochaine, fin d'année prochaine, on tombe à 6. Et après, on ne sait pas où est la limite. Est-ce que la limite, c'est 4, 2, 1 seconde? Donc, il y a eu débat avec Vitalik, même sur Twitter. Ouais, il est Vitalik contre, lui. prône le fait que ouais, 1 seconde, il n'y croit pas. Pour lui, c'est entre 2 et 4 secondes minimum. Sinon, tu perds trop en décentralisation. Tu n'arriveras pas à avoir des nœuds qui sont à la fois au Japon et à la fois en France pour se synchroniser. J'avoue, là, je sais pas. Je sais pas où ça ira. Je pense que c'est trop loin dans leur roadmap, de toute façon, pour le savoir. Ouais. Euh, je sais pas si c'est extrêmement pertinent non plus. Enfin, moi, quand je paye avec ma carte bleue, ça se fait pas en une nanoseconde, hein. Il y a quand même 1 seconde et demie d'attente quand je paye avec ma carte bleue et je meurs pas d'attente. Tu vois, je suis prêt à attendre 1 seconde et demie. Par contre, quand tu fais un échange sur Index, bah, tu peux être à 1 seconde près. Et donc là, la question se pose. Ouais, mais encore une fois, tu vois, si on commence à partir sur plein de natives, de synchronicité composable, tout ça, bah, Circle, ils ont qu'à foutre une layer 2 et puis on paye, tu vois, sur la layer 2 qui est beaucoup plus Ouais, rapide. C'est pas la tout même à fait. assumption, mais peut-être qu'au bout d'un moment, Je voilà, pense que faut faire pour le paiement confiance. du quotidien, ça sert à rien d'être sur le layer 1, évidemment. Le layer Bah 1, non. c'est pour de la finance bah, de fonds d'investissement, de fonds de pension, finance d'État, finance d'entreprise. Ça peut être de la DeFi à haute intensité, donc des gens qui ont des grosses positions sur AV. Et sinon, en fait, ça sert à rien. Plus tard, moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura donc, ces fameuses app chains. C'est-à-dire que, on en parlera Mm. peut-être après si tu me poses la question, les fameux Volontiers. Base Native Rollup. Moi, j'imagine qu'en fait, chaque application qui a du succès plus tard sera son propre rollup. Typiquement, AV, ils seront plus sur le Bien layer sûr. 1. AV, ils auront leur propre base native rollup, qui sera le rollup AV, et ils seront synchronisables et composables avec tous les autres rollups qui seront base native et par défaut avec le layer 1. Donc, toutes les stratégies, là, par exemple, aujourd'hui, tu peux avoir ton ADAI, donc ton DAI déposé sur AV, qui en même temps est sur une pool de liquidité de Curve. Mais ça, tu pourras le retrouver plus tard à terme avec donc ton base de rollup qui sera AV, ton base rollup qui sera Curve, et les deux seront composables entre eux et pourront utiliser mutuellement les assets de l'un et de l'autre. Et ça, c'est Bien hyper sûr. intéressant. En termes de rendement pour l'application, c'est intéressant parce qu'elle incorpore le MEV, donc le rêve ou le Ouais. MEV, elle le gagne pour elle-même. Donc moi, j'imagine un futur vraiment, je parle d'un futur à 5-10 ans, hein, mais uniquement comme ça. Ouais. Et je pense que les gens, ils voient. Ils n'intègrent peut-être pas, en fait, commenter dans une application sur un layer 1, c'est que en fait tu partages le block space avec tout le monde. Si quelqu'un le remplit, t'es dans la merde, tu trouves pas de place, c'est trop cher, et tu mets à risque beaucoup de choses en fait. Tu prends beaucoup de Ouais. risques à rester une application sur L1, et c'est pour ça que moi je crois fortement que ce soit les AS, App Specific Sequencing, enfin, toute la recapture de l'environnement. Pour moi, les AppChain et les Layer 2, c'est pour ça que j'adore les Layer 2 parce que ça fait trop sens. Et là, tu parlais de AV, mais en fait, on a déjà une e-chain, tu vois. Donc, on est déjà en marche en soi. Ouais. Ouais, on est déjà. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore la composabilité. Et c'est le défaut C'est numéro ça. un. On en avait parlé ensemble, je crois, lors de notre dernier live. C'est le défaut numéro un de très très loin des layers 2, c'est la perte de composabilité. Et la composabilité, c'est l'une des propriétés phares de la blockchain. Et donc, en fait, quand tu perds C'est ça, ça. tu perds 40% de la valeur ajoutée, enfin de la valeur apportée par la blockchain. Donc, c'est une énorme perte pour Ethereum que Solana a récupéré, et ils ont bien raison. Et donc, on espère que cette technologie-là, les Base Native Rollup, nous permettra de le retrouver.
cette composabilité. Et à partir du moment où tu retrouves ça, tu es tranquille. Et effectivement, tu l'as Ouais. très bien expliqué. Quand tu as une appli qui est sur son propre layer 2, tu as ce qu'on appelle des fee markets parallèles. Donc, chaque layer 2 est sur sa propre infrastructure. Et c'est pas parce que je sais pas, Uniswap a plein d'activités en ce moment que toi, ton gas fee sur AAV va être plus élevé. Ils seront chacun séparés. Alors, c'est vrai, pas vrai ce que je dis, parce qu'il faut quand même prouver sur Ethereum, mettre la data. Oui, Donc, voilà. tu as des effets de bord. C'est pas 100% vrai. Mais bon, bref, tu as compris l'idée. Et Ethereum, d'ailleurs, travaille aussi de base sur le layer 1 à des local fee markets. Tu sais que sur Solana, les fee Oui, markets, ils sont en locaux. C'est-à-dire que si tu as un NFT qui est très populaire et qui est en train de se minter d'un côté, ça ne fait pas que le gaz soit élevé pour tous les autres, pour toutes les autres transactions. En gros, quand tu touches à une partie du state, ça ne rend cher que les transactions qui touchent à ce state-là et pas aux autres parties du state. Et Ethereum, alors ça c'est Barnabé qui me l'a dit la semaine dernière, est en train de faire, ils ont son stade de recherche, mais de faire de la recherche sur le même sujet. Je ne sais pas si ça aboutira, mais ils y travaillent, apparemment. ouais, c'est très malin parce que c'est pareil, ça fait pas de sens parce qu'il y a une collection NFT, tout explose et toi, tu veux juste swap et tu payes super cher. Ça fait pas Ouais. sens. Ça fait pas Ouais. sens, mais t'as quand même une contrainte physique ultime qui est la bande passante du nœud, quoi. C'est-à-dire que moi, à la maison, j'ai quand même Oui. une bande passante limitée, et donc tu peux pas non plus tout paralyser à l'infini, parce que moi, de toute façon, ma box fibre, elle peut me supporter qu'un certain nombre de d'uploads et de downloads. Et donc, si tu veux rester dans la philosophie de un particulier doit pouvoir avoir un nœud, ben, tu es un peu contraint par ça. Mais ça change avec les IK, ce que j'expliquais tout à l'heure. À partir du moment où tu demandes au nœud de ne plus faire l'exécution et de simplement valider une preuve ZK, là, on n'aurait plus de contraintes du tout. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas besoin de rejouer sa transaction. Donc ma bande passante, elle est tranquille. La seule chose que ma bande passante a fait, c'est qu'elle reçoit une zero knowledge proof, elle vérifie que la zero knowledge proof elle est correcte, et si c'est bon, hop, emballé, c'est pesé, je dis que la transaction est correcte et je propage la transaction, je propage le bloc. Et ça, je t'ai dit, Mhm. c'est à faire sur une smartwatch, hein, sans problème. Vitalik, Ouais. à la DEFCON, il y a 2 ans, il a été interviewé et justement, il montrait sa montre, il disait, moi, mon but, c'est qu'en 2035, là, sur ma montre, là, j'ai un nœud Ethereum. C'est quand même, tu vois, c'est une ambition long Stylé. terme, hein, mais Ouais, sacrée ouais. ambition quand même, hein. Mais c'est ça qui est fort avec Ethereum et que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas des petites ambitions, ils sont beaux être énormes. Faut comprendre que voilà, à chaque mise à jour, c'est des risques qui sont inconsidérables. Et pourtant, ils ont peut-être l'une des roadmaps les plus ambitieuses de tout l'écosystème. Et pour ça, bah, chapeau à eux. Bah, de Et, très loin, en fait, moi j'aime bien cette image, je l'ai pas, malheureusement, j'aurais dû la préparer. C'est que je t'ai dit, ils concurrencent 3 blockchains. Tu as le Sov de ouais. Bitcoin, et Solana d'un côté et CSA de l'autre. Donc leur roadmap, elle est sur les 3 trucs en même temps. Et c'est la seule blockchain qui s'occupe de faire ça. Les 3 autres, elles se Mm. sont spécialisées. Solana veut pas devenir un Sov, TIA veut pas devenir un Sov, ni une couche d'exécution. Donc, entre guillemets, c'est facile pour ces 3-là, parce qu'elles ont chacune pris une propriété, elles le font au max. Elles se spécialisent. Bah, Ethereum, ils disent, bah, nous les gars, on prend les 3 de face. Donc forcément, on est plus lent, mais on arrive à conjuguer les 3 en même temps. Est-ce que c'est un parti qui gagnera? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est un sacré pari, et le challenge, il est super dur à relever. Et pour l'instant, il le relève avec brio, avec toutes les critiques qu'on peut avoir autour d'Ethereum. Notamment, ils ont fait des erreurs, hein, cette erreur de composabilité, cette erreur de downgrader le layer 1. À mon avis, ils l'ont payé cher. D'ailleurs, depuis 2 ans, ils l'ont Ouais. payé cher. Ça s'est vu au niveau du prix de l'Ether aussi. Mais bon, c'est pas facile d'avoir tout juste 100% du temps, hein. Le principe, c'est Ouais. d'être s'en rendre compte et d'itérer. La prise en compte a été longue, mais elle a été faite. Et donc, désormais, ils sont en train d'itérer. Puis je pense qu'il faut aussi diviser tu vois, le point de vue d'un investisseur qui, lui, se voit un petit peu en danger parce qu'il sait pas trop où va Ethereum, il sait pas trop ce qui se passe, d'ailleurs deux, est-ce que c'est cannibale, machin, tout ça. Et le point de vue réel de l'adoption, où tu vois de plus en plus, bah, tu vois Alibaba qui arrive, tu vois de plus en plus d'adoption d'institutionnels, et d'ailleurs Ethereum va beaucoup plus dans ce sens-là, où Solana, elle est vraiment full dépendante de narratifs crypto-natifs, et beaucoup moins institutionnels. Après, tu vois, on peut se dire aussi que moi, c'est ce que je me faisais réflexion la dernière fois, tu vois, quand on parlait de RIV, tout ça. Tout ce qui est crypto-natif, c'est plutôt ce qui va faire beaucoup de volume et donc beaucoup d'achats de ton token natif et donc un prix qui pump. Et c'est pour ça que peut-être que la blockchain gagnante, c'est pas celle qui aura son prix qui pump. Peut-être que c'est celle qui, voilà, peut-être que le prix va juste être corrélé à l'utilité et que l'activité sera plus calme. Par contre, il va sécuriser de la valeur, il va être en adoption, tout ça, tout ça. Je sais pas si tu... Ouais, je le vois un petit peu comme un comparatif entre l'action Nvidia et l'action Coca-Cola. Si tu veux, Ethereum, c'est un peu l'action Coca-Cola. C'est le truc qui, dans 30 ans, ça va bien marcher, tu es sûr que ça sera toujours là. Ça monte progressivement, mais ça monte un peu globalement tout le temps, ça verse des dividendes, c'est un peu la valeur sûre, quoi.
Nvidia, ça explose, un peu comme Solana, ça explose, mais tu n'es pas certain que dans 3 ans, il n'y a pas une autre blockchain qui fait pas encore mieux en termes d'exécution, en termes de rapidité, qui va pas prendre la place d'Nvidia. Bon, la métaphore s'arrête là, mais tu vois un peu l'idée. Je les compare un petit peu comme ça. Donc, je donne pas de conseils d'investissement, évidemment, mais dans une Bien diversification sûr. de portefeuille, bah, c'est des fois cool d'avoir et du Nvidia et du Coca. Tu vois, donc là, tu sais pas qui va gagner entre Ethereum et Solana, bah, prends des deux, et puis tu verras bien. Mais après, philosophiquement, quand même, moi, je suis rentré dans la blockchain en 2016 par des aspirations tech, mais aussi philo. Et putain, la philosophie d'Ethereum, elle est quand même magnifique. Enfin, c'est vraiment pas la Ouais. philosophie de Solana. Alors, certes, je dénigre pas celle de Solana. Le fait d'avoir 10 000, enfin, 1000 nœuds dans des data centers, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup mieux qu'un serveur sur AWS. Carrément. Mais l'idée d'avoir soi-même un nœud chez soi, enfin, moi, j'ai pas de validateur, mais j'ai un nœud à la maison. J'ai un nœud Ethereum. Ça coûte, pour ceux qui se demandent, ceux qui posent la question, c'est 650 € de matériel informatique et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'Ether. Hein. Tout le monde pense que pour avoir un nœud sur Ethereum, il faut de l'Ether. Rien. Il ne faut pas d'Ether pour avoir un nœud sur Ethereum. Il faut Mhm. simplement un nœud, enfin, du matériel informatique, 650 € environ, et une bande passante avec de la fibre. C'est tout. Un nœud Bitcoin, c'est pareil. Un nœud Bitcoin, il ne faut pas de Bitcoin. Ça, les gens le savent plus. C'est 150 € de matériel informatique, un Raspberry Pi, et vous avez un nœud Bitcoin à la maison. Ah, la philosophie, elle est magnifique derrière. Un nœud Solana, je peux toujours courir, hein, j'en aurais jamais un chez moi. Hein, ça coûte cher. Et de toute Mhm. façon, même si j'avais l'argent, j'ai pas la bande passante pour l'avoir. Et voilà, ça c'est beau. Je trouve que c'est beau et philosophiquement, ça me plaît. Après, le fait que les deux coexistent, c'est pas un souci. Peut-être qu'on aura des applications financières du genre du HTF, du High Trading Frequency qui sera sur Solana et le reste sur Ethereum. Moi, ça me dérange pas hein, qu'il y ait deux gagnants en tant que tel. Ouais. Et puis je pense que de toute façon, on va migrer de plus en plus, et j'arrête pas de le dire, même si c'est un peu blessant, mais je suis réaliste, on va migrer de plus en plus vers des L1 ou des applications qui sortent de la Silicon Valley, tu vois, qui sont profit-centric, qui sont totalement en dehors de cet idéalisme d'Ethereum. Et il faut les accepter. Ce qui est beau, c'est de voir que Ethereum survit là-dedans, et on espère qu'il survivra longtemps. Je sais pas si tu as vu le documentaire de Ethereum. Je l'ai vu il y a un an et demi maintenant, quelque chose comme ça, au début où il est sorti. Donc mes souvenirs se sont déjà pas mal effacés. Mais je trouvais déjà l'aspect philosophique de Vitalik incroyable dans le documentaire. Enfin, Ouais. ça te montre vraiment d'où ça vient. D'ailleurs, quand ils ont voulu démarrer le documentaire, c'était pas censé être sur Vitalik, c'était censé être que sur Ethereum. Et en cours de route, je sais pas si tu as vu, Mhm. ils ont changé, ils ont voulu prendre le prisme plus d'une biographie et de raconter l'histoire de Ouais. Vitalik que l'histoire d'Ethereum. Il y avait pas mal de gens qui s'étaient plaints à l'époque en disant: les gars, vous m'avez interviewé, j'ai passé 2 heures pour vous, et au final, mon interview a disparu du film. Parce qu'ils ont Mhm. changé de parti pris en cours de route. Mais le film est top. Hein. Je crois qu'il est sur Il est Amazon très très Prime bien. maintenant, si je dis pas de conneries. Parce qu'avant, c'était Ouais, payant. YouTube, Vimeo. Ok. Ouais. Mais Ouais, je le c'est vraiment un recommande banger, à... ouais. ouais, je le recommande à tous ceux qui veulent s'intéresser un peu à la philo. Et puis même à Vitalik lui-même. Le mec, il aurait pu se barrer 100 fois. Il est milliardaire, multimilliardaire. Il en prend plein la Bien gueule tout sûr. le temps. Et il est toujours là, quoi. Enfin, c'est quand même, il y a peu d'hommes comme ça sur cette planète. C'est super. C'est Ouais. c'est dangereux d'avoir un fondateur aussi prestigieux que lui, parce que le jour où il disparaîtra d'une façon ou d'une autre, bah, ça pèsera beaucoup sur Ethereum. Mais encore, il a beaucoup de délégués. Hein. Aujourd'hui, il a un peu un rôle de chercheur et après de board. Enfin, Ouais. il est board à la fondation Ethereum. Donc, même si, pire scénario, il se fait écraser demain sur la route, Ethereum survivra très bien. Mais quand tu as quelqu'un qui a autant d'importance, c'est quand même difficile, je trouve, d'un point de vue de décentralisation. Enfin, ça m'a toujours mis moi, un peu mal à l'aise. Par rapport à, tu vois, à Bitcoin, il n'y a vraiment personne. Quoi. Bitcoin, alors du coup, Ouais. la gouvernance, elle est terrible parce qu'on ne comprend rien. Et quand ils veulent se mettre d'accord, c'est insupportable côté Bitcoin. Mais au moins, ils n'ont pas ce défaut-là qu'on a sur toutes les autres blockchains. Il n'y a que Bitcoin qui a la synchro-sainte conception d'avoir aucun fondateur. Hein. Oui. D'ailleurs, le débat dont on parlait là, pour réduire le block time, il y avait un des co-exécutifs, donc nouveau co-exécutif de cette année-là, qui n'était pas forcément d'accord avec Vitalik, qui a en tout cas une position qui est beaucoup plus agressive. Vitalik, c'est beaucoup plus l'idéalisme, justement. Et les co-exécutifs sont là. On le voit d'ailleurs que ça a changé beaucoup plus sur la communication ou sur la vision de la roadmap. Ils sont beaucoup plus agressifs. Et à bien ou mal, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu as vu vraiment la différence, mais eux, tu vois, potentiellement, on peut voir un Ethereum qui va une seconde contre Vitalik. C'est possible Ah, aussi. clairement, clairement, clairement. Aujourd'hui, ça n'est qu'une voix au chapitre, c'est pas la voix qui est. Après, c'est une voix qui pèse, hein, qui a de l'importance, Bien mais c'est sûr. pas lui qui décide, évidemment. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que de nouvelles têtes soient arrivées. Elles ont mis un grand coup de pied dans la fourmilière en disant Mm. les gars, vous avez plein d'idées de recherche, c'est super idéaliste ce que vous faites, mais en choix, vous shippez rien, ça n'avance pas, et tous mes 4 ans. Et du coup, votre idée, elle est belle, mais en fait, le cheminement pour atteindre l'idée est aussi important que l'idée finale. Donc, on dit Mm. que la victoire, elle est, en anglais, ils disent path dependent, donc elle dépend du chemin que tu empruntes. Et donc, les différentes étapes que tu réalises sont tout aussi importantes que l'arrivée. Et donc là, on a des personnes qui sont beaucoup plus orientées produits, orientées user, orientées des livraisons, tout simplement. Ça fait du bien.
il faut qu'elle soit contrebalancée par des personnes qui restent aussi dans la philosophie, dans l'idéalisme. Ça veut dire que ces personnes-là, elles ne doivent pas faire en sorte que toi et moi, on puisse plus avoir un nœud à la maison. Le jour Mm. où on n'est plus capable de monter un nœud, peut-être pas un nœud d'archive, un nœud complet, ça ok, mais au moins un nœud de base à la maison, moi je serais en tant que personne, en tant qu'utilisateur, contre. En tant que nœud, en tant que plus tard validateur peut-être, je serais vraiment contre ce concept-là. Tu vois, donc je trouve que c'est un bon équilibre des pouvoirs et des balances. C'est bien, on avait trop d'équilibre, enfin trop de poids sur les idéalistes, pas assez de poids sur les personnes qui délivraient et qui étaient orientées produits. Je pense qu'on a un meilleur alignement aujourd'hui, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès inverse comme d'habitude. Voilà, donc ça, c'est mon point de Bien sûr. vigilance pour Ethereum aujourd'hui, ce serait celui-là, quoi. Ok. Et j'ai pas sauté sur l'occasion tout à l'heure d'en parler, mais la fragmentation, qui est pour moi le sujet central, donc tu entends parler, hein, est-ce qu'on peut parler un petit peu de... C'est pas clair. Franchement, moi je suis très intéressé par Ethereum. Même moi, je suis perdu où on va pour résoudre la fragmentation. Donc tu as des solutions avec la superchain, tu as des solutions qui sont un peu avec des sortes d'organismes entre Uniswap, un peu tout le conglomérat des applications, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu as des frameworks voilà, qui se créent. Quand on Euh, parle de résoudre la fragmentation, il y a 4 ERC différents. Où est-ce qu'on en est en fait? Ouais, bah, c'est le bordel qui est beau à la décentralisation, c'est qu'en fait, il y a tellement d'entités différentes et il n'y a pas d'organisme central de contrôle que du coup, tout le monde a son idée, ça part de partout. C'est Mm, très mm. beau, mais c'est dur à suivre et du coup, on a du mal à converger. Alors, il y a plein d'idées différentes. En gros, tu as des, des groupements de layer 2 et ou d'entreprises qui se mettent d'accord sur une solution commune, mais uniquement entre eux. Typiquement, le cas le plus connu, c'est donc Optimism. On crée ce qu'on appelle la superchain. Le principe de la superchain, c'est que toutes les blockchains qui vont utiliser le même stack technique que nous, à savoir le OP stack, c'est la stack technique des layers 2 d'Optimism, seront donc en synchronous composability, ça veut dire qu'elles auront une composabilité synchrone. Tu pourras passer dans une seule transaction, tu pourras faire un appel par exemple d'un smart contract qui est sur Unichain alors que tu es sur Optimism ou que tu es sur WorldChain par exemple. Ça c'est l'idée principale. Le problème dans ce cas-là, c'est que tu n'es ni composable avec le layer 1 d'Ethereum, ni composable avec Ethereum, avec Starknet, avec tout ce que tu veux. Donc c'est des sortes de conglomérats qui sont composables entre eux, mais pas composables avec les autres. Donc c'est une première étape, mais c'est pas satisfaisant intellectuellement parlant, je trouve, comme solution. Tu as du coup deuxième solution, c'est le Hag Layer de Polygon qui a été évoqué. Donc Polygon a dit nous on va créer un produit dans lequel tout type de rollup peut venir se plugger. Donc ils viennent en fait, c'est une sorte de couche préalable entre Ethereum le layer 1 et les rollups. Tu rajoutes une couche intermédiaire qui est la fameuse Hag Layer, Aggregation Layer de Polygon, qui permettrait d'avoir cette composabilité entre les différents rollups. Prérequis par contre, c'est qu'ils soient ziqués. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir déposer une preuve de zero knowledge. Sinon, tu ne peux pas avoir de composabilité. Donc déjà, ça limite tout ce qui est Optimism, tout ce qui est les blockchains à l'heure actuelle d'Optimism ne fonctionneraient pas. Donc ça, c'est la solution numéro 2. Mais le problème, c'est qu'Aglayer est développé par Polygon. Donc bon, est-ce que tu donnes un peu de ta souveraineté à Polygon? Tu sais pas trop, donc compliqué. Une troisième solution, c'est d'avoir ce qu'on appelle des séquenceurs partagés, les fameux shared sequencers. Je crois que tu as eu l'un de leurs fondateurs en talk, c'est Espresso. Donc l'idée d'Espresso, c'est de dire, nous, on va créer un séquenceur partagé, un shared sequencer. Donc les rollups, plutôt que de faire leur séquencement de leur côté, ils vont déléguer leur séquencement à nous, Espresso. Entre guillemets, enfin, tout le monde va choisir les séquenceurs d'Espresso. Comme ça, vu qu'on séquence tous en même temps, le principe, c'est quand tu séquences en même temps, tu es capable de. Le séquenceur, il peut dire bah, je prends la première transaction ici de Optimism, juste après, je mets la transaction d'Arbitrum, puis juste après, je mets la transaction de. Donc, c'est toi qui crée ton bloc comme tu veux. Et donc, tu peux créer de la composabilité. Pas forcément synchrone, mais de la composabilité. Donc, ça, c'était l'idée initiale, il y a 1 an et demi, qui a bien marché. Justin Drake poussait ça à fond. Et après, ils se sont dit en fait, les gars, est-ce que ce serait pas intelligent que le séquenceur partagé ne soit pas Ethereum en fait pourquoi encore avoir un intermédiaire tiers? Pourquoi avoir Aglayer? Pourquoi avoir Espresso, etc. Est-ce que le rôle le plus crédible et le plus neutre, enfin la personne la plus crédible et la plus neutre pour faire ce rôle-là, ce ne serait pas Ethereum lui-même? Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a une nouvelle idée, qui est Ethereum ne va pas partager uniquement sa data availability, Ethereum ne va pas uniquement partager sa vérification de proof. Désormais, Ethereum met à la disposition des layers 2 le séquencement, le séquençage. Et ça, c'est ce qu'on appelle les bases de rollup. Le fait d'être base, c'est le fait de déléguer son séquencement à Ethereum plutôt que de le faire soi-même. Et le gros avantage, vu que tu délègues ton séquencement à Ethereum, c'est que du coup, tu peux créer de la composabilité entre les layers 2 et entre les layers 1. Vu que c'est le layer 1 qui crée ton bloc, bah, ton layer 1, il peut dire bah, je crée une transaction d'abord de layer 1, je sais pas, j'envoie un Ether de Gaëtan à Joestar, et puis dans la même transaction juste après, cet Ether que j'ai envoyé à Joestar, je vais sur Unichain avec, puis cet Ether, je le dépense pour acheter du DAI. Bref, tu as compris l'idée. C'est que vu qu'Ethereum crée le bloc, il peut mélanger le layer 1 et tous les layers 2 qui ont pris cette option d'être based, d'être séquencés par Ethereum. Donc c'est une troisième ressource qui est mise à disposition des rollups, à savoir
le séquencement. On appelle ça des based rollups. Ne me demande pas pourquoi ça s'appelle based, c'est le nom qui a été donné, je ne sais pas pourquoi, Ouais. mais c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est un peu là qu'on en est en termes de composabilité. Ça changera peut-être encore dans les 6 prochains mois, hein, mais le dernier consensus social, j'ai l'impression, sur le fait de rendre composables les rollups, ce serait à long terme, hein, pour ceux qui le veulent, d'être based et donc d'avoir le séquencement défini par Ethereum. Ça a des inconvénients et des avantages. L'inconvénient, c'est que tu perds le droit de faire du séquencement, donc tu perds le droit au MEV, au fameux Miner Extractable Value, qui a de la valeur, même si sur le long terme, on pense plus ou moins tous que le MEV va disparaître. C'est-à-dire que le MEV il va être internalisé par les applications et non pas par les couches d'infra, pas par les layer 2 eux-mêmes et pas par le layer 1. Donc c'est un problème à court terme, ça l'est peut-être pas à moyen terme, à voir, mais ce qui fait que des rollups un peu populaires auraient tendance à ne pas vouloir devenir base. Tu vois, Arbitrum, est-ce qu'ils ont envie de devenir base? Bah, on ne sait pas. Optimism, on ne sait pas trop non plus. On les a laissés devenir trop gros, en fait, si tu veux. Et du coup, ils ont trop d'avantages à ne pas devenir based. Et donc, l'idée, moi, je trouve en tant qu'user, c'est que si on veut promouvoir cette roadmap, c'est de dire, ah ouais, les gars, eh ben, vous voulez pas? Ben, moi, je prends mes assets d'Arbitrum, et ben, je dégage. Je retourne sur le layer 1 ou je retourne sur un autre layer 2 qui, lui, est en alignement avec mes valeurs. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que les gens le feront vraiment? Je ne sais pas. C'est ça. Mais j'aime bien la tech de Bread. Je nomme souvent parce que je trouve qu'il est intelligent, il n'est pas biaisé, tu vois. Il est pas dans un Ethereum Maxi rêve. Il est vraiment focus sur la logique, le réalisme. Et sa tech, c'est que ça fait beaucoup plus de sens d'avoir soit du coup des Validium, comme Megaif. Alors Megaif qui est plutôt un Optimium. Soit des based, parce que les based ont des. En fait, les deux ont des caractéristiques très fortes d'un côté et de l'autre. Et ceux qui sont au Ouais. centre, du genre Base, Worldchain, enfin tous ceux qui sont, on appelle ça des classiques roll-up, ou je sais plus comment on appelle le nom, General smart Purpose contract Rollup. roll-up. Ouais, General voilà. Purpose ou Smart Contract, ouais, c'est ça. Voilà. Bah, ceux-là, ils sont un peu le cul entre deux chaises et ils apportent pas beaucoup de valeur. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais les base roll-up, l'avantage aussi, c'est que du coup, tu n'as pas, tu n'as pas de séquenceur. Enfin, Ouais. Pas c'est Ethereum d'infra. qui s'en occupe. T'as pas d'infra, donc t'es là, t'es tranquille. Donc, ouais, je trouve que les deux font sens. Et on voit d'ailleurs RightChain, je sais pas si tu as suivi RightChain, qui est le premier base roll-up qui devrait être potentiellement plus rapide que MegaETH. Non, je sais pas si c'est bien. Tu me donneras le nom exact. Je connais pas parce que moi, en base rollup, je suis. Donc, il y a l'équipe de Poofer qui était un peu à l'initiative sur le sujet parce elle était conseillée par Justin Drake, justement, qui était un peu à l'avant-garde de tout ça. Donc, tu as Poofer qui Mhm. travaille là-dessus. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, l'équipe s'appelle Spire Labs, Bien tu connais sûr. peut-être. Je les ai Voilà, eux, ils reçus. sont. Ah, tu l'as reçu? Ah, je savais pas. Putain, mais ils sont excellents. Et ils Ils s'appellent sont excellents, ouais. M-Team. M-Team, son Mathieu, ouais. fondateur. Alors, il est super jeune. Enfin, il a moins de 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il est C'est pas le incroyable. fondateur, mais Lui. c'est la voix portante, ouais. Ok, ok. Voilà. Bah, eux, ils sont à fond là-dessus, ils sont à fond sur le base rollup, vraiment, ils sont très très en avance. Et Mm. donc, moi, j'imagine vraiment un monde comme ça. Après, j'espère qu'il y aura de l'adoption sur le sujet. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. C'est que soit tu es sur le côté gauche du spectre, donc tu as composabilité avec tous les layers 2, composabilité avec le layer 1, le séquencement fait par le séquenceur, pas beaucoup de coûts d'infra, et tu es un base rollup. Dans ce cas-là, tu as tous les avantages d'Ethereum, mais tu as juste l'inconvénient qui est un peu la lenteur, globalement. Soit tu vas du côté inverse, tu vas le moins cher possible, le plus rapide possible, et dans ce cas-là, tu es un Validium. Le mieux, c'est un Validium, parce qu'un Optimium, tu n'as quand même pas les meilleurs trade-offs de sécurité. Je sais que Megaïs, ils sont dans le cas de l'Optimium pour le moment, mais prenons le cas du Mhm. Validium pour mon objectif pédagogique. Et là, tu as le moins cher possible et le plus rapide possible, avec pas une composabilité directe avec Ethereum, mais une composabilité tout de même. C'est-à-dire que si tu veux récupérer des assets qui sont sur Ethereum pour les bridger vers ton Validium, tu peux. Ça ne sera pas instantané, ça ne sera pas en une fraction de seconde, mais tu pourras. Tu pourras quand même bénéficier de la liquidité à long terme, etc. Et moi, je pense qu'effectivement, à terme, on va avoir les deux spectres. Tu vois, je pense que dans 10 ans, la Société Générale, eh ben, ils vont créer un layer 2 sur Ethereum qui sera un Validium parce qu'ils veulent gérer eux-mêmes leur stack, ils veulent se démerder, etc., Mm. etc. Mais que par contre, AV, ce sera devenu un base rollup. Tu vois, donc, et on aura les deux qui coexistent en parallèle. Après, c'est difficile Ouais. de deviner le futur, mais avec les connaissances que j'ai aujourd'hui et la veille que je fais, c'est comme ça que je l'imagine. Ouais. Puis je pense qu'il faut pas voir ça comme le fait qu'Ethereum se perd, tu vois, dans la proposition de valeur qu'il propose, parce que justement, c'est le fait qu'on ait autant de stacks et de possibilités possibles sur des layers 2 qui font que c'est en fait, si tu as un business, tu peux trouver vraiment ce que tu veux. Là, on parlait des base rollup. Rise, par exemple, c'est un base rollup qui utilise de l'ADA de Celestia. Celestia ou Eigen, un des deux. Tu vois, donc c'est encore un milieu qui est particulier. Et tu fais vraiment tout ce que tu veux avec Layer 2. C'est pour ça que pour moi, d'un côté business, ça a vraiment du sens, quoi. Enfin, si Ouais, j'avais un ouais, business, pour moi, ça aurait du sens. je suis tout à fait d'accord. Le problème numéro un, quand même, c'est, enfin, l'erreur, ça a été de faire des general purpose rollups, des rollups qui Oui. soient des concurrents à l'EVM. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es un fondateur qui a envie de développer une application, c'est sur Ethereum, tu sais pas où il faut aller.
Est-ce que c'est je me ça. déploie sur Ethereum? Je me déploie sur Base, je me déploie sur Arbitrum, je me déploie sur Optim. T'es perdu. Enfin, tout le monde propose Mm. des general purpose. Donc, soit tu te déploies partout, soit tu te déploies nulle part, soit tu t'en choisis un, mais t'espères ne pas te tromper. Sinon, tu perds potentiellement tout ton marché. C'était super compliqué de savoir où développer ton application. Et c'est là que Ethereum, elle a fait son erreur à cet endroit-là, en fait. Donc, pour Mm, moi, mm. il faut que le layer 1 crante pour que par défaut, une application, quand elle se lance, elle n'est pas besoin de réfléchir, c'est le layer 1 par défaut, si tu ne sais pas où lancer ton application. Et une fois que tu as un peu de succès, tu pars en base rollup, par exemple. Toi, tu te déploies en base rollup. Soit tu pars direct en base rollup d'entrée, si jamais tu es confiant, soit tu restes sur le layer 1 pour avoir ta composabilité native. En gros, tu es un peu safe d'être sur le Ethereum layer 1. Et une fois que tu as un peu de personnes qui t'utilisent, donc beaucoup de gens qui utilisent du gaz, etc., tu migres vers un base rollup. Enfin, c'est comme ça que je ferais aujourd'hui, moi, si je devais lancer un projet, c'est que je me reconcentrerais sur le layer 1 au début pour bénéficier en fait, de l'effet de masse d'Ethereum en lui-même. Hein. C'est plus facile d'avoir des users sur Ethereum. Et une fois que tu es un peu connu et que tu as un peu d'users, pouf, tu migres vers un base rollup. Je le ferais comme ça. Alors qu'il Mm, y a mm. encore un an, bah effectivement, moi, quand on me demandait où est-ce que je me déploie, c'était pas facile de trouver une réponse. Hein. Ouais, Anticiper que Arbitrum allait se faire bouffer par Base, c'était pas évident. C'est c'est ça. pas facile. Ah, après, est-ce que c'est vraiment la faute d'Ethereum? Parce que là, pour le coup, c'est totalement permissionless. On a vu aussi qu'il y avait une grosse hype, les gens ont levé des montants qui étaient débiles. Je vais pas donner de nom, hein, mais on les Oui. connaît. Voilà, c'est un peu honteux. Et en vrai, là, ce qui se passe, je suis assez content parce qu'on nettoie un petit peu tout ça et on repart sur de bonnes bases. Parce que vraiment, l'année dernière, il y a des trucs qui ont été honteux, enfin, je trouve. Ah oui, clairement. Après, tu l'as bien dit, c'est permissionless, on peut pas tout contrôler. On peut par contre contrôler le discours et la narrative qu'il y a eu Oui. d'Ethereum de dire le layer 1, ça sert à rien d'utiliser les gars, allez que sur les layer 2, vous en Ça, tant c'est que Drake, hein. particulier. C'est Ça, à c'est cause de surtout Drake. Drake, ouais. Alors, il n'est pas le seul, hein, Ouais, mais c'est Drake qui poussait beaucoup. Il est revenu en arrière complètement. Hein. Maintenant, il a changé, enfin, pas complètement, il mais il sait a quand très même bien. changé de calibre. Donc, ça, c'était une erreur, tu vois, de communication de la part de la fondation Ethereum, quand même. Enfin, ça, je pense qu'ils l'ont admis, hein, et on peut l'admettre. Je sais plus ce que je voulais dire un autre truc. Ah, Oui, pardon. et après, tu disais l'avantage, c'est que c'est permissionless, donc il y a plein de choses qui se créent, mais comme il y a plein de choses qui se créent, il y a évidemment plein de merde qui se crée aussi. Et donc le marché, il est sain parce qu'il se nettoie. Donc tout ce qui est pourri, ça finit par disparaître, par ne plus être utilisé. Mais l'avantage, comme je l'ai expliqué il y a 20 minutes environ, c'est qu'on a par contre avancé beaucoup plus vite technologiquement parlant. C'est qu'on a créé du ZK-proof plus vite qu'on le pensait, on a créé du DA plus vite qu'on le pensait, et tout ça, c'est Mm. réutilisé in fine par Ethereum lui-même, par des futurs layer 2 qui vont peut-être se développer dans 5 ans, on n'en sait rien. Donc on a un peu speedrun l'histoire, quoi, en permettant comme ça d'être permissionless. On a permis d'aller beaucoup plus vite. Là où si on avait choisi la roadmap du sharding, par exemple, de l'execution sharding, on Mm. n'aurait pas eu du tout la même vitesse, hein, parce qu'on n'aurait que des corps d'Ethereum qui auraient planché dessus, et on y serait encore, quoi. Donc, Est-ce qu'on peut, bon, je vais dire une bonne fois pour toutes, mais je le répète à chaque live où je suis invité, que ce soit sur GRM ou quoi, dire une fois que le sharding c'était une mauvaise idée, en tout cas sur du long terme. Peut-être que sur du court terme ça aurait été une meilleure idée, mais sur du long terme, je vois mal comment est-ce qu'il aurait pu scale bien, quoi, tu vois. en fait, le sharding lui-même est une bonne idée, c'est-à-dire le concept de sharding, parce qu'au final, il n'a pas été détruit ce concept de sharding. Ce qu'on fait dans Ouais. le data availability sampling, c'est du sharding, mais qu'on shard que de la data. C'est-à-dire que Mm, plutôt que mm. tous les nœuds stockent toute la DA, on shard, on sample, mais ça veut dire la même chose, et on stocke une partie. Donc tu vois, l'idée même du sharding n'était pas mauvaise. C'est simplement son exécution qui était mauvaise. Il ne fallait pas sharder toute la blockchain, il fallait sharder au final qu'une petite partie de la blockchain. Et c'est ça qui est le vrai changement de roadmap d'Ethereum, ça a été celui-là. C'est on va pas sharder toute la blockchain, on va sharder uniquement que la DA. On a appelé ça le rollup centric roadmap, avec des avantages et des inconvénients, mais au final, c'est ça qui a été choisi. Le fait de sharder toute la blockchain, moi je pense, c'est une mauvaise idée si tu as le but d'être le world computer comme Ethereum, parce que du coup, tu Hmm. as peut-être multiplié par 64 ta capacité, mais après, tu es limité. Quoi. Une fois que tu as fait x64, tu peux pas aller plus loin. Alors que C'est ça. le concept modulaire qu'on a aujourd'hui avec les rollups, tu as une scalabilité qui est infinie. Et en plus, tu as Hmm. une superbe grande modularité. Mais je dirais que si tu as une application bien spécifique, imaginons que tu ne veux pas être un concurrent d'Ethereum, tu veux créer une blockchain dans un but très particulier, je veux dire de la supply chain et uniquement de la supply chain, peut-être que dans ce cas-là, le sharding pour ta blockchain a peut-être un intérêt. Je ne sais Oui, pas. ça bien sûr. Donc je ne l'enlèverai pas intégralement, mais effectivement, ça n'avait sans doute pas de sens dans une blockchain qui se voulait être la blockchain au centre de la finance mondiale ou au centre de toute interaction blockchain mondiale. Là, ça n'avait pas trop de sens. Bien sûr. Mais d'ailleurs, le sharding, il est. Ah, pardon, non, je confonds avec le DAG. J'allais dire, il est sur Sui dans la même pool, mais c'est du DAG. Il y avait une petite question. On peut parler de Beamchain pour finir. Après, j'ai peut-être deux, trois questions. Vitalik a proposé de réduire la mise minimale pour exécution d'un nœud à 1 ETH. C'est vrai que ça, c'était très stylé. On n'entend plus parler depuis. Ouais, On en est où là? ouais.
Alors, on en est où? Déjà sur la question, parce que tu peux la remettre à l'écran, la question ou pas? Parce qu'il y Oui, a une pardon. terminologie qui est hyper importante et je le redis, tu vois, et tu mets la mise minimale pour l'exécution d'un nœud à un TH. Je fais exprès de le corriger, mais c'est mon côté prof, je T'as suis raison. désolé. Pour un nœud, il y a besoin de 0 Ether. On n'a pas besoin d'Ether pour avoir un nœud sur Ethereum, rien du C'est tout. Il bien de le faut dire. juste du matériel informatique et le plugger sur un réseau. C'est pour avoir un validateur sur Ethereum qu'il faut avoir des Ethers. Je suis relou, je suis désolé, mais c'est hyper important parce que sinon, on propage cette information, on fait croire à tout le monde qu'on ne peut pas avoir de nœud sur Ethereum, donc je le permets. Alors, effectivement, aujourd'hui, pour être validateur sur Ethereum, il faut 32 Ethers, et il y a une roadmap dont le but est de diminuer ce montant. Et partie de la roadmap, c'est celle que j'ai expliquée tout à l'heure, en consolidant les validateurs entre eux, en ayant des validateurs à 2048 Ethers, tu diminues le nombre de validateurs sur le réseau, et en diminuant le nombre de validateurs sur le réseau, tu peux te permettre de diminuer le seuil. En fait, le 32, il vient pas de Vitalik qui a levé le doigt un jour et qui a dit ah, les gars, c'est 32, c'est le bon chiffre. C'est-à-dire qu'il a calculé le maximum possible de validateurs sur le réseau sans engorger la bande passante d'un nœud. Et le calcul est un peu complexe, mais peu importe. La conclusion, ça a été il faut 32 Ethers. Parce que si on divise le nombre maximum d'Ethers par 32, on obtient, je ne sais plus combien, 3 millions de validateurs, quelque chose comme ça, 4 millions de validateurs, et le réseau ne pourra pas supporter plus que 4 millions de validateurs. Maintenant qu'on Hmm. met un seuil différent, où on peut consolider à 2048 Ethers, eh bien justement, ce seuil, on peut le diminuer. Peut-être que c'est plus 32, peut-être que ça va être 16, peut-être que ça va être 8, peut-être que ça va être 4. C'est tout le travail, Hmm. et pas que. Hein. Il y a plein d'autres choses, il y a des systèmes d'agrégation de votes, le BLS aggregation, etc., etc. C'est tout le programme un peu de la Beam Chain, que je connais moins par cœur, mais qui a été présenté par Justin Drake, qui permet justement de diminuer un petit peu la surcharge sur le consensus layer d'Ethereum, et c'est en diminuant cette surcharge qu'on pourra diminuer le seuil de 32. Vraiment, il faut vous dire que le 32, il ne vient pas du fait qu'on ne voulait pas que les pauvres deviennent validateurs. Le 32, il vient simplement du fait qu'on était limité par le nombre de validateurs sur le réseau. Et donc, le seul but d'Ethereum Ouais. désormais, enfin, non, l'un des buts du consensus layer d'Ethereum, c'est d'être capable de diminuer le nombre de validateurs en les consolidant, par exemple, pour diminuer ce seuil et l'abaisser à 16, 8 ou 4 ou 2. Et je précise qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir validateur, vous pouvez devenir validateur avec beaucoup moins que 32 Ethers. Vous pouvez passer par Rocket Pool ou par Lido. Ouais. Et donc, Lido, vous pouvez devenir validateur avec seulement 2 Ethers. Il vous prête les 30 autres. Et Rocket Pool, c'est avec 8 Ethers. Et ça va passer à 4. Parce que c'est aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, Pectra permet un truc qui est très sympa, c'est que depuis la couche d'exécution, tu peux appeler un validateur. Tu peux très exactement retirer, tu peux activer le retrait d'un validateur. Et ça paraît bête, mais grâce à ça, Lido et Rocket Pool, ils ont beaucoup moins d'assumptions de sécurité qu'auparavant. Et donc, plutôt que de te demander 8 Ethers de collatéral pour avoir un validateur, par exemple, c'est le cas de Rocket Pool, ils peuvent t'en demander plus que 4 ou plus que 2. En fait, ça diminue leur Hmm. risque, parce que leur risque est diminué, ils te demandent moins de collatéral. Donc, si vous ne le saviez pas, vous pouvez devenir un validateur aujourd'hui avec Lido. Vous-même, vous avez un nœud à la maison, et sur votre nœud, vous pluguez un validateur. C'est assez facile à faire, franchement. Moi, je l'ai fait, pour le coup, avec 1,5 Ether. J'étais early. Donc, j'ai 1,5 Ether à moi. Lido, ils m'ont prêté 30,5 Ether, et j'ai un validateur de 32 Ether grâce à Lido, entre guillemets. Mais je suis indépendant, hein, c'est mon validateur, c'est moi qui décide ce que je fais, ce que j'atteste, ce que j'atteste pas. Mais ça me coûte 1,5 Ether, quoi. Donc, c'est quand même hyper Très intéressant. stylé. Ok, ok, ok. Et pour revenir un peu sur les layers 2, est-ce que tu as des layers 2 en vue? Est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves un peu sexy? Est-ce que, je sais pas, Mega ETH, Rise Chain, n'importe quoi? Bah écoute, contrairement à la plupart des gens, pas trop hypé par mes ETH, même Ah si je ouais. pense ouais, en fait, c'est très dégène. Et donc, c'est sympa, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis pas venu pour le côté. J'adore le côté dégène, surtout quand on a Speedify, mais je suis là pour un peu changer la société, tu vois. Et mes Hmm. ETH, c'est trop dégène dans mon esprit philosophique. Donc, moi, j'aime plutôt justement tous les projets qui développent vraiment de la tech pure et dure sur les base rollups. Donc, je t'ai parlé de Spire tout à l'heure. Moi, je pense que le projet de rollup que je suis le plus, qui m'intéresse le plus à court terme, c'est Spire. Mais j'aime aussi, par exemple, Base, parce que Base, l'idée qu'une entreprise en fait puisse développer son propre layer 2, d'avoir un layer 2 d'entreprise, c'est pour moi un précurseur à un layer 2 bancaire plus tard. Je t'ai dit, je vois très bien Bien sûr. la SOG avoir son layer 2, la Barclays avoir son layer 2, JP Morgan avoir son layer 2, etc., etc. Et pour moi, Base, c'est un peu un proof of concept, quoi. C'est Coinbase, Hmm. forcément, c'est l'entreprise la plus proche de la blockchain, donc elle a le plus d'armes pour le faire. Et je le vois comme une première étape. Pour l'instant, ils sont general purpose. Je ne sais pas s'ils le resteront, peut-être pas, tu vois, je ne sais pas. Mais j'aime Hmm. bien étudier les deux. Genre l'aspect commercial de Base et l'aspect très tech de Spire. Mais il y a Deutsche Bank, hein, déjà en layer Ouais, 2. Deutsche Bank a annoncé un L2 tout à fait. J'avais oublié, mais effectivement. Donc tu vois, il y a Sony qui a annoncé un L2, enfin il y a Alibaba. C'est assez intéressant, hein, ce concept. Chaque institutionnel lance son layer 2. Ça me plaît bien et du coup, c'est pour ça que Base, j'aime bien l'expérience qu'ils en font, enfin l'expérimentation qu'ils font avec Base, que je trouve assez intéressante. Voilà. Mais Mega ETH, pour Ok. l'instant, assez peu, surtout tant qu'il n'est pas vraiment live en mainnet. J'attends de voir parce qu'en fait, tout ce qui est hyper hypé, en général,
je suis plus déçu maintenant parce que j'ai plus d'attente, mais quand par le passé, en 2016, 2017, 2018 jusqu'à 2020, c'était hyper hypé, tu avais beaucoup d'attentes. À chaque fois, c'est de la merde, ça marche pas. On a quelques exemples. Alors, je sais que tu adores Berachain, moi, j'aime pas du tout. Il y a Blast. Blast, c'était le layer 2 le plus hypé de la planète Terre, c'était une daube sans nom. Ouais. Au moment où il est Faut sorti, pas Blast, comparer c'était hype. Blast à Mega TH quand même. Non, mais en termes de niveau de hype, c'était aussi hypé, vraiment, avec plein de Ouais. calls, plein de marketeux et tout derrière. Mais GoTH, la tech est beaucoup plus intéressante, j'en conviens. Ils utilisent AgenDA, c'est super sympa. Enfin, ils poussent au maximum ce qu'il est possible de faire technologiquement parlant. C'est ça. Mais après, ce qui, pour l'instant, me fait pas rêver, c'est les applicatifs qui sont derrière pour le moment. Après, j'ai pas 10 à fond, hein, donc je rate peut-être des choses, voilà. Mais si tu veux, moi Ouais, j'aime ça te bien fait pas l'idée. rêver? Ouais, pour l'instant, non, les applicatifs, non. Mais bon, Non. je les ai peut-être manqués, hein. Moi, j'adore tu vois, un morpho qui s'est lancé sur WorldCoin, c'est con, hein, mais WorldChain, donc c'est la blockchain associée à World, tu vois. Sur cette blockchain-là, on est capable de différencier qui est un bot de qui est un véritable humain, Oui. grâce au fait que tu t'es fait scanner par l'orbe. Mais je trouve l'expérience hyper intéressante, parce que du coup, tu as une blockchain dans laquelle le block space, il est réservé pour les humains, c'est-à-dire que les humains ne payent pas de frais de gaz, c'est gratuit pour eux, pour les humains. Mm, mm. Et tu peux avoir des incentives targetés que pour les humains. Typiquement, là, Morpho s'est lancé sur la World Chain. Eh bien, tu as des incentives spécifiquement pour les personnes qui sont whitelistées comme étant humains. Les autres, ils bénéficient, je sais pas, de 5% de rendement. Les humains, ils bénéficient de 15% de rendement. Mais tu peux imaginer l'inverse. Tu peux imaginer que si tu fais un emprunt bancaire et que tu es whitelisté comme étant un humain, eh ben, tu payes que 3% de taux d'intérêt plutôt que 5%. Bref, tu as compris l'idée. Cette interaction entre proof of humanity, ce qu'on peut en faire sur une blockchain, j'adore. Enfin, je trouve que là, on teste vraiment socialement des innovations. C'est pas que je vais plus vite que tout le monde et je suis la blockchain la plus rapide de l'histoire, quoi. C'est qu'il y a aussi d'autres trucs derrière qui m'intéressent et qui me font un peu pas rêver, mais espérer pour le futur, tu vois. Surtout à l'ère de l'IA, vraiment Ouais. à l'ère de l'IA. Il y a Voilà. Circle Et, aussi qui s'est lancé récemment. ouais, Ça fait- je fais ma pub, désolé, j'en profite, mais tu vois, ce midi, donc nous, Mhm, sur Alira, on fait des chroniques tous les jeudis. Ça me permet de faire le lien avec Alira. Donc tous les jeudis, on passe une heure, on décrypte un peu l'actualité. Pas que blockchain, on fait moitié blockchain, moitié IA. Et il y a eu le lancement de Circle cette semaine. Et donc on a fait tout un quart d'heure justement sur Circle versus WorldChain, enfin WorldCoin. Et c'est super intéressant. C'est deux manières de faire du proof of humanity. Il y en a un où tu dépends d'un orbe auquel il faut faire un petit peu confiance quand même, hein, parce que faut être sûr qu'ils enlèvent bien l'image de ton iris, etc., etc. Mais ça reste hyper intéressant. Et l'autre qui a un graphe social, quoi, qui te permet d'avoir une preuve sociale sur le fait que tu es humain, parce que tu es recommandé par plein d'autres des êtres humains. Je trouve ça hyper intéressant. Alors après, l'aspect revenu universel, parce qu'on te donne des CRC tous les jours. Donc si vous ne savez pas, Circle, toutes les heures, quand vous êtes un humain, vous donne un CRC. C'est une monnaie comme ça qui vous est distribuée, c'est un revenu universel. Toutes les heures, vous accumulez un CRC. Et par contre, vous perdez 7% de la valeur de vos CRC chaque année. Ça veut dire qu'il y a une dévaluation. C'est que si vous ne les utilisez pas, ils sont brûlés à 7% par an. Le but, c'est d'avoir une monnaie qui est véloce, donc qui est utilisée, plutôt que d'être restée dans votre portefeuille. Donc ça, c'est l'aspect UBI, Universal Basic Income. Mais en même temps, il y a l'aspect Proof of Humanity. C'est un réseau social de graphes, c'est un graphe social, pardon, qui permet de prouver que tu es humain sans avoir besoin de te faire scanner l'iris par un orbe. Mais je sais pas, c'est génial comme idée, quoi. Merde, quoi. Enfin, c'est sympa. C'est tellement mieux que le KYC ou l'AML ou ce que tu veux. Enfin, Bitcoin. ou Geekcoin, ouais, C'était chiant. ouais, les Geekcoin Passport, là, c'était insupportable. C'était mieux que rien, Ouais. mais C'était mieux que voilà, rien. donc c'était mieux que rien. Mais j'aime bien tout ça, en fait, et je suis plus hypé par ça, tu vois, que par une blockchain comme MegaETH aujourd'hui. Après, mon avis change, etc., au fur et à mesure du temps, évidemment, Bien en sûr. fonction des narratives et des trends et tout. Mais ça m'attire plus. Ok. Et on va faire juste un petit point parce que moi, ce qui me frustre beaucoup avec ce genre d'interview que je regardais l'année dernière, tu vois, c'est que à la fin, tu sais pas en tant qu'utilisateur ce que ça change. Tu vois, là, on a parlé de beaucoup de changements, que ce soit sur le block time, sur la DA, tout ça. D'un point de vue utilisateur, comment va changer Ethereum, que ce soit avec les layers 2 ou tout le reste, mais vraiment point de vue simple utilisateur, pas complexe. Ouais, point de vue UX, parce qu'au final, c'est ça le plus important. Voilà. À terme, l'idée pour l'utilisateur, c'est de plus avoir le wallet que tu ouvres quand tu ouvres Abi avec l'espèce de bandeau là où il faut choisir son layer 2, avoir du gaz sur chacun de ces layers 2 là. Le but, c'est d'abstraire tout ça et d'avoir juste une seule. C'est pas une blockchain, ce serait du coup un RPC, donc ce serait une connexion à un nœud, par exemple le nœud de Ethereum. Un nœud imaginons mon nœud. Imaginons que j'ouvre mon nœud à l'international. Tu te connectes à un seul RPC, donc c'est mon nœud à moi. Et en se connectant à un seul RPC, tu as accès à tout l'écosystème d'Ethereum, c'est-à-dire son layer 1 et tous les rollups qui auront choisi d'être synchrones et composables, à savoir les fameux native based rollups dont on a parlé tout à l'heure. L'idée vraiment, ce sera ça. Tu navigueras entre les based rollups comme tu navigues aujourd'hui entre une application. Aujourd'hui, quand tu ouvres AV et quand tu ouvres Curve, bon, bah, tu as l'impression juste que tu ouvres deux sites web, ils sont sur la même blockchain, tu t'en rends même pas compte, enfin, c'est assez facile. Et bah, le futur pour l'utilisateur, ce sera ça.
AV aura sa propre chain, Curve aura sa propre chain, mais tu ne te rendras même pas compte. Toi, tu seras connecté à un seul et unique RPC. Tu auras la même adresse partout. Je ne sais pas si tu as l'adresse 0x1225, bah, tu auras 0x1225 partout et ce sera hyper facile. Tu ne te rendras même pas compte. Ça, c'est l'UX cross-chain, entre guillemets, qui sera vraiment abstraite. Encore plus loin, si je devais aller sur l'UX, dans le futur, tu n'auras pas de hardware wallet avec un ledger. Ton hardware wallet, ce sera ton téléphone portable. Donc, sur tous les téléphones portables modernes, on a ce qu'on appelle une Secure Enclave. C'est ça qui gère la biométrie, qui gère notre empreinte digitale là, et qui gère notre Face ID. C'est géré par une enclave sécurisée. C'est la même sécurité. C'est le même element chip, je ne sais pas comment on dit en français, la même puce de sécurité, si tu veux, que le ledger. C'est le même élément, c'est la même base, mais tu l'as déjà dans ton téléphone, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu vas créer un wallet dans lequel la clé privée est stockée directement dans ton téléphone. Tu n'as même pas besoin de savoir de gérer l'acide ni quoi que ce soit. C'est ton téléphone qui le gère pour toi. Tu te connectes avec ton empreinte digitale et dès que tu fais une transaction, quand tu signes, ce qui apparaît à l'écran, c'est ton empreinte digitale. On te demande ton empreinte digitale et tu signes. C'est pas un truc du futur, ça existe déjà. Et justement, si vous vous connectez sur Circle, on va vous demander de créer un wallet avec une passkey. Et cette passkey, c'est ce que je suis en train de décrire. C'est une clé privée qui est sécurisée dans la Secure Enclave de votre téléphone. C'est développé par. Il y a plusieurs entreprises dans le monde qui travaillent là-dessus. Et l'une de ces entreprises, c'est justement Comet, j'en parlais tout à l'heure, une entreprise française. C'est eux qui ont développé le truc de Gnosis là, et de Circle. C'est eux qui sont développeurs de ça en France. Ils ne sont pas très connus parce qu'il ne faut pas beaucoup de marketing. Mais juste pour vous dire que ce futur de gérer ses mots, gérer ses 24 clés, gérer ses 24 mots, sa clé privée, tout ça, ça va disparaître en fait. Tout sera avec le téléphone portable dans la Secure Enclave. Ceux qui voudront aller plus loin, se sécuriser avec des hardware wallets en plus, ils pourront le faire. Il y aura toujours la possibilité. Mais monsieur tout le monde, madame Michu, elle aura juste son téléphone portable et c'est réglé. Je pense que le format 0x1523, il disparaîtra. On aura des formats d'ENS, parce qu'on aura des ENS qui seront compatibles pour tous les layers 2 divers et variés. Donc tu t'appelleras joestar.eth, etc., etc. Tu t'appelleras plus 0x1225. Ce sera démocratisé aussi. Voilà, ça c'est le futur un peu. C'est un seul RPC pour se connecter à tout. Pas besoin de gérer ses clés privées et de gérer ses mots. Tout se signera avec de la biométrie. En gros, l'UX d'une application bancaire aujourd'hui. Quand tu te connectes sur Boursorama, bah, tu te connectes avec ton empreinte digitale. Quand tu fais ton virement, il te demande ton empreinte digitale. Et tu es habitué, ça marche bien. Ouais, mais je rentre encore l'IBAN, mon gars. Tu rentres encore l'IBAN parce que tu es à la vieille école. Parce que moi, avec Boursorama, non, peut-être pas avec Boursorama. Je peux prendre une photo d'un IBAN et ça le rentre automatiquement. Le QR. Ouais, mais pas tout se propose encore. Le QR code, ou des fois, ça interprète même le RIB. C'est-à-dire que ça interprète le FR, machin, là, et ça le met directement. Ouais, c'est pas mal, ça. Il y a un peu d'IA. Ça avance. Mais oui, on oublie l'aspect RIB, mais tu as compris l'idée, c'est que tout le monde est habitué à ces applications bancaires où c'est avec maintenant ton empreinte digitale que tu autorises la connexion, voire les virements. Bah, Ethereum, dans le futur, ce sera ça, quoi. Ok, j'ai très hâte de voir ça. J'ai des commentaires sur toi. Je sais pas si c'est la même personne, mais meilleur formateur d'Alira Imo. Je pense que c'est la même personne, mais j'ai eu 2 petits commentaires. C'est gentil, j'apprécie. Apparemment, tu es un très bon formateur. Du coup, on rappelle, on a en description un lien si jamais vous voulez une formation chez Alira. Trouvez Gaëtan du coup là-bas pour vous offrir 200 € en passant par le lien. Et puis merci beaucoup Gaëtan. Franchement, c'était un plaisir parce que tu as cette fibre d'expliquer. Et ça, c'est rare quand je reçois des gens. Quand je reçois des gens en interview, par exemple Skate ou quoi, je reçois des CEO. Et ils n'arrivent pas à être clairs. Toi, c'est ton métier, ça se voit. Et du coup, c'est un plaisir de parler d'Ethereum avec toi. C'était, je pense, une très très bonne, très très bon. Merci. Merci beaucoup pour le compliment. Mon défaut, c'est que je parle vite. En général, vous avez dû vous en rendre compte. On me le dit, mais j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses en tête, donc ça sort un peu vite. Mais voilà, là, je sais que tu gères aussi, donc je me suis permis d'aller plus vite dans les explications. Mais évidemment, dans le cours et sur Alira, on revient aux bases, on revient aux fondamentaux. Donc moi, je le dis, je suis formateur sur le cours Consulting Blockchain et le cours Finance décentralisée. Je ne fais pas de dev, je ne suis pas développeur Solid ici. Donc, je suis formateur sur ces 2 formations-là, sur les 3 qu'on propose. Et donc, si vous me rejoignez un jour dans ces formations, vous inquiétez pas, on reviendra de la base. Notamment, il y a plein de gens qui, peut-être, je pense beaucoup de gens qui nous écoutent pensent savoir utiliser Bitcoin. Par exemple, la plupart des gens qui sont là depuis 3-4 ans, qui n'étaient pas là en 2016-2017, ne savent pas trop utiliser Bitcoin. Ils ne savent pas expliquer ce que c'est Segwit, ce que c'est Taproot, ce que c'est l'adresse BC1Q. Enfin, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas utiliser, que c'est un système d'UTXO et pas un système de state model comme on a sur Ethereum. Et donc, dans la formation, on voit aussi tout ça, tu vois. C'est bête, mais on reprend les bases. En fait, les gars, ça marche comment une blockchain, ça marche comment Bitcoin, et après on crante, tu vois, on fait Bitcoin, on fait Ethereum, on fait Solana, on fait les Layer 2, et donc le but c'est à la fois de parler des personnes qui n'y connaissent rien, mais j'ai aussi environ en général 30% des gens qui viennent, et qui sont des personnes qui ont beaucoup de connaissances, mais qui veulent les remettre dans l'ordre. Tu vois, ils ont appris plein de mots-clés partout, ils comprennent des choses par-ci par-là, mais ils sont incapables de structurer tout ça, et donc j'ai passé beaucoup de temps à créer cette formation, parce que Consulting Blockchain, c'est moi qui l'ai créé quasiment de A à Z avec Cyril, mon co-auteur.
On a vraiment essayé de faire un cheminement pédagogique hyper intéressant. On prend toutes les bases les unes après les autres, on rajoute de la complexité au fur et à mesure pour que dans votre cerveau, ce soit hyper clair, quoi. Et c'est hyper important parce que c'est une technologie qui est assez complexe. Quand on la Oui. maîtrise, elle est plus facile. Quand on va pas un peu comme on fait là dans les weeds de ce qui des nouveautés. Mais quand tu vas pas dans les nouveautés, une fois que tu l'as compris, c'est pas non plus très très compliqué, tu vois. Enfin, j'aime bien prendre cette métaphore. Un avion, c'est infiniment plus compliqué qu'une blockchain, hein. Il y a personne sur Terre qui sait expliquer un avion de A à Z. Il y a de l'aérodynamisme, il y a de Ouais. l'électronique, c'est super complexe. Une blockchain, une personne dans le monde peut tout comprendre d'une blockchain. Vitalik qui comprend évidemment tout. Et il y a plein de corps dev qui comprennent 100% de la blockchain. C'est pas une Mm. technologie qui. Voilà. Ça peut vous paraître complexe, tout ça pour vous dire que ça peut paraître très dur. Ça ne l'est pas vraiment, parce qu'une seule et unique personne peut tout comprendre d'une blockchain. Il n'y a pas beaucoup de technologies dans le monde qui sont comme ça. C'est assez rare. Et puis je pense que on est quand même assez early sur la. Même ça fait 15 ans que ça existe. On est quand même très early sur la technologie, on peut évoluer avec elle, et c'est comme si tu débarquais un peu au début d'Internet et que tu refusais de t'y intéresser technologiquement parlant juste parce qu'il y a la spéculation et que il n'y a que la spéculation qui compte. Pour moi, c'est trop dommage. En tout cas, ça peut ne pas convenir des gens, mais en tout cas, au moins ouvrez-vous à apprendre plus, à intégrer tout ça, parce que pour le futur, ça vous mettra plus en valeur, vous serez plus prêt pour ce qui arrive, et plus intelligent surtout. Ah, Et voilà. tout à fait. De toute façon, on a deux vagues technologiques qui définissent notre décennie, hein, c'est la blockchain et l'IA. C'est vraiment les deux Oui. vagues technologiques qui révolutionnent et notre rapport au monde, notre rapport à la tech, mais même la société de manière générale. Et bah, si vous aimez en tout cas être dans la nouveauté, dans ce qui façonne le monde d'aujourd'hui, bah, soit faites les deux, soit faites l'un ou l'autre, comme vous voulez. Mais c'est aussi pour ça que nous, à l'IRA, on fait les deux. Tu vois, on était d'abord historiquement dans la blockchain. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait deux technologies majeures aujourd'hui qui façonnent le monde. C'est aussi l'IA et la blockchain. Il y a même beaucoup Clairement. de mélange entre les deux avec les fameux agents Bien IA sûr. que tu adores, je sais. Je te suis un petit peu sur le sujet. Et ben voilà, on a voulu nous, vraiment faire des formations hyper spécialisées, hyper quali sur ces deux mouvances-là. Et notre but chez Alira, hein, c'est pas de faire de la formation, j'appelle c'est un peu péjoratif, désolé, mais la formation YouTube qui dure 2 heures, C'est ça. c'est devenir un peu le polytechnique de la blockchain et l'IA. C'est de vraiment créer quelque chose de très très qualifié. Et les gens qui sortent de là, on veut qu'ils aient de la bonne compétence et surtout qu'ils puissent l'utiliser soit pour leur vie personnelle, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui n'ont pas de projet professionnel, hein, qui veulent simplement. Des fois, c'est pour leur investissement, mais des fois aussi, c'est pour leur curiosité intellectuelle. Soit par contre pour leur vie professionnelle, je t'ai dit, moi j'ai formé le directeur technologie du Crédit Agricole l'année dernière, qui forme, donc le mec il gère quand même 1500 personnes dessous, et il est venu chez nous pour se former, pour comprendre la technologie blockchain, et il nous a envoyé ensuite une centaine de ces, de ces N-1, je ne sais pas comment l'appeler, de personnes qu'il Ouais. gère quoi, pour se former, parce qu'il se dit, cette technologie elle va révolutionner notre rapport au monde et à la finance, c'est super important qu'on se forme. Mais tout ça pour dire que voilà, on essaie de faire de la qualité, ça a forcément un prix, c'est évident, parce que du coup il y a beaucoup de gens et beaucoup de formateurs, mais on essaie de faire au mieux, quoi. Voilà. Parfait. Bah, parfait. Bah, j'espère que, de toute façon, je te réinviterai un jour pour parler. Moi, j'adore ça, donc ce sera un plaisir de t'accueillir encore une fois. Sinon, on se retrouvera chez GRM, sûrement. Ouais, Très c'est avec grand probablement. plaisir. Et puis on se suit mutuellement sur Twitter tout le temps aussi. On se répond, on aime bien se répondre. Donc ça me permet de le dire. Si jamais vous voulez également me suivre en dehors du monde d'Alira, quoi, Oui. je suis sur Twitter. Je connais plus mon handle par cœur. Ça va être @gaëtansemble, quelque chose comme ça. Mais tu as dû le partager, j'imagine, quand Attends, tu as fait je le. montre aux gens comme ça. Gaëtan Samp, ouais, c'est ça. Je vous envoie le lien, et puis C'est voilà. ça. En général, si vous voulez vraiment de la veille, c'est Twitter. Je fais des posts LinkedIn, mais le post LinkedIn, c'est moins le cœur de cible des personnes qui nous écoutent. Là, c'est plus, Ouais, tout se passe sur X. ouais, bien conforme et tout. Moi, c'est tout sur Twitter que se passe la vraie veille, si vous voulez vraiment diguer un petit peu. Ouais, je vous conseille de suivre, c'est vraiment très cool, il y a pas de bullshit, hein, c'est beaucoup de trucs autour de Ethereum. Euh, Très intéressant. Voilà. Nickel. Bon, bah Parfait. écoute, on se laisse là. Passe une bonne soirée. Et Merci. puis, Bah écoute, dans 20 on minutes, se je pars redit. avec les étudiants. Ce que je disais en intro avant qu'on lance le live, je devais partir un petit peu avant 18h parce que je pars en cours avec les étudiants juste après. Donc voilà, Bah, on est parfait là. j'enchaîne. Mais merci à toi de m'avoir invité et au plaisir de se recroiser pour un nouveau live sur Ethereum quand tu veux. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao à tout le monde.